Jusqu'à 1h sur Europe 1. Caroline Veil. Bonsoir à tous, bienvenue sur Europe 1 et surtout bienvenue sur notre libre antenne, le 39-21 et nous nous retrouvons comme tous les soirs. Cette émission c'est la vôtre puisque vous pouvez vous exprimer sur tout ce qui vous tient à cœur jusqu'à 1h, ce qui va nous laisser 2 belles heures et demie pour se parler, se comprendre, dire ce qui va comme ce qui ne va pas. Vous connaissez le principe de cette émission. On appelle, on pose son paquet, on le considère ensemble, on voit ce qu'il y a à faire, on réfléchit à 2 ou à plusieurs et croyez-moi, ça aide. Ne serait-ce que d'exprimer à haute voix tout son problème, de trouver les mots pour l'expliciter à l'autre, en l'occurrence moi, et puis bien sûr tous les auditeurs. Et déjà, cette première étape où on verbalise permet de prendre de la distance et de quelquefois relativiser. Bon, alors, je ne suis pas toute seule, je suis avec Paul et Amandine au standard qui vont vous accueillir tout au long de la soirée avec leur gentillesse habituelle. Merci à eux. Et merci à Fifi à la réalisation qui brille de mille feux. Je vous attends au 39 21, 7 39 21 en commençant par le mot nuit pour vos SMS et puis vos mails sur notre site europe1.fr. Europe 1, Caroline Veil. Bon, je vous propose de commencer tout de suite avec Anaïs. Bonsoir Anaïs. Bonsoir. Alors, vous êtes nounou d'un petit garçon et vous êtes, je crois, devant un cas de conscience. Voilà, moi je fais ce métier depuis quelque temps, une dizaine d'années on va dire. Donc j'ai un peu l'habitude des problèmes. Mais là, c'est un petit garçon donc qui a 7 ans, qui est un petit peu en but à des problèmes à l'école. C'est-à-dire qu'il l'année passée, ça fait 2 saisons que je le garde, et l'année passée, il avait un petit copain de classe qui l'embêtait et il m'en parlait sans arrêt. Donc moi, je suis la nounou, je peux rien faire, donc j'en ai parlé aux parents qui, ont traité ça un peu légèrement, qui n'ont rien fait apparemment, parce que les parents se connaissent. Les parents du petit garçon qui l'embête, voilà, se connaissent avec mes patrons. D'accord. Ça aurait pu se régler sans se prendre à la gorge, ça aurait pu se régler en discutant, en grondant un petit peu l'enfant qui embêtait. Moi, je trouve bien sûr, on peut toujours parler, vous avez raison. Voilà, donc moi je bouillonne, mais je peux rien faire. Et puis cette année, donc je l'accompagne à la piscine et il me dit pareil, il y a un enfant, il me dit toutes les semaines, il m'embête. Alors je lui dis, mais tu le dis pas au moniteur de piscine? Il fait rien, je pense qu'il le dit pas en fait, parce que je pense qu'il veut pas passer pour un cafard. Oui, il veut pas rapporter, comme on disait. Voilà. Et c'est un enfant qui, moi, ça m'a un peu sauté au cœur quand je l'ai gardé. J'ai jamais vécu ça. C'est un enfant, par exemple, qu'on colle tous les soirs sur la tablette. Ah oui. Quand le papa arrive, moi, je les ai jusqu'à à peu près 7h30, donc ils mangent avec moi, les 2 petits, donc ils mangent déjà pas avec leurs parents. La maman travaille beaucoup, donc moi je la vois pas beaucoup. Et c'est le papa. Alors dès que le papa arrive, l'enfant, on a fini de manger assez tôt du coup, et l'enfant dit à son papa, est-ce que je peux regarder la tablette? Mais voilà, pas de partage. Alors ils parlent pas de leur journée. Oui, c'est-à-dire qu'en fait ils ne changent pas. Ouais. Voilà, il n'y a pas de câlin. Comment ça se passe alors du coucher? Vous êtes partis? C'est-à-dire qu'entre le petit garçon et son papa, dès que c'est 30 secondes ensemble, il y a un clash, quoi. Je pense qu'il se débarrasse beaucoup de son enfant devant la tablette, et puis il n'y a pas trop d'échanges, voilà. Il travaille tard, le papa? Oui, parce qu'il arrive vers 19h. Moi, je pars vers 19h30. Oui.
La maman, elle travaille encore plus parce que j'arrive et elle n'est pas encore là le matin et je pars le soir, je l'ai pas vue, toujours pas vue. Donc il y a pas Elle beaucoup travaille de. la nuit? Non, non, mais elle rentre tard. Elle travaille en dehors son lieu, enfin là où je suis. Enfin, je les garde chez eux, hein, les parents. J'ai compris, vous les gardez chez eux. Oui, Mais vous me voilà. dites quand je pars le matin, je la vois pas. Oui, parce que non, quand j'arrive le matin, je la vois pas. Ah C'est-à-dire d'accord, qu'elle elle est elle est déjà partie. partie. Elle est déjà partie parce qu'elle travaille loin. Et quand je pars le soir, je la vois pas plus. Donc des fois, on passe un mois sans se voir. D'accord. Mais bon, ce qui change rien à mon travail, moi, ça change rien pour moi. Mais c'est-à-dire que quand elle arrive, elle mange avec son mari. Donc les enfants, je sais pas où ils sont pendant ce temps-là. Je suppose sur la tablette. Et je suppose qu'après, l'enfant, se couche. Et donc, il n'y a pas grand-chose d'échanger. Voilà. Alors, dites-moi Anaïs, ces enfants, vous allez les chercher à l'école, vous? Oui, tout à fait. Enfin, la petite, elle est avec moi la journée. Hmm. Et le petit garçon, donc je vais le chercher à l'école, oui. Et est-ce que éventuellement vous pourriez-vous intervenir auprès du petit garçon, pas de ses parents, mais du petit garçon, ou carrément le signaler à la maîtresse, ou est-ce que les parents vous délèguent suffisamment pour que vous puissiez le faire? Non, c'est-à-dire que j'ai jamais pris cette liberté parce que moi je marche sur des œufs dans ma profession. J'essaye de distiller un petit peu ce que je vois, mais c'est le papa qui l'emmène le matin, qui emmène son fils le matin. Moi je suis avec la petite et c'est moi qui vais le chercher à 4h30, mais moi je me reconnais pas ce droit de dire. Enfin, j'ai déjà dit au petit garçon qui embêtait, je dis pourquoi tu l'embêtes tous les jours, enfin en me retenant de le houspiller. J'ai dit écoute, faut arrêter parce que bon, il t'embête pas, il est gentil, alors laisse-le tranquille. Et apparemment, ça n'a pas trop. C'est délicat dans ma position. Hein. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé après? Après, il a continué, l'enfant qui l'embêtait. Alors j'ai demandé à mon bout de chou là que je garde, qu'est-ce qui s'est passé. Il m'a dit non, il m'embête encore. Voilà, et apparemment, les parents, je l'ai dit à la maman, j'ai écouté, il m'en parle tous les soirs, ça m'ennuie. Bon, parce Quelle que maman? Ah, vous l'avez dit à quelle à la maman? maman du petit garçon que je garde, voilà. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'elle a répondu, la maman? Elle m'a dit oui, oui, je lui en parlerai, mais apparemment, C'est parce qu'elle travaille, donc elle y pense pas. peut-être, mais Comme elle n'est pas là, vous savez, j'ai bien compris, elle travaille beaucoup, donc elle part oui, le matin, elle a la tête ailleurs, et elle oui. rentre tard le soir. Donc en réalité, la sortie de l'école, elle n'y pense pas. Ce qui l'intéresse, elle, c'est que vous soyez bien là pour prendre son enfant à la sortie de l'école. Oui. C'est ce qui compte, mais elle pense pas au reste. Oui, enfin c'est un enfant, enfin que je trouve, par exemple, je l'ai rencontré souvent, mais comme ils voient peu leurs enfants, le peu de temps qu'ils passent ensemble, ils lui passent tout, donc c'est caprice sur caprice, et finalement le peu de temps qu'ils ont ensemble, ça se passe mal parce que il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de, c'est un enfant angoissé, quoi. Je leur ai dit assez vite, vous savez, il est angoissé, il a peur de, par exemple, c'est un enfant, même petit, ne faisait pas la sieste parce qu'il avait peur de faire des cauchemars. Ouais. Vous voyez, ça, moi, j'ai jamais vu, enfin, à ce point-là, c'est un enfant qui, je pense que je lui fais du bien parce que je le cadre. Vous avez raison, il y a beaucoup d'angoisse. Et le cadrer, c'est ce qui le rassure, parce que ça lui Oui, donne tout des à fait. Et limites. c'est ce que j'ai dit aux parents. Je dis, mais vous savez, il faut, par exemple, l'autonomie. Depuis que je suis là, il s'habille tout seul. Donc, je lui ai appris. J'ai dit aux parents, est-ce que je me permets d'intervenir en vous demandant de ne pas faire les choses à sa place parce que ça ne peut pas le rassurer. Et parce que, par exemple, l'enfant était habillé le matin par sa maman ou son papa. Enfin, souvent son papa, parce que sa maman était partie, souvent. Mais je lui dis, mais non, il faut lui apprendre. Donc, je lui ai appris. Bon, il met ses lacets, il s'habille, il fait un certain nombre de choses tout seul. Parce que j'ai dit au CP, c'est un peu marche ou crève. Il faut. Enfin, Et alors les devoirs? Alors les devoirs, c'est moi qui les fais avec lui. Oui. Donc ça se passe moyen. Enfin bon, donc quand il y a des difficultés, je le note sur le cahier. Mais enfin le papa et je veux dire quand il peut déléguer. Quand il peut ne pas s'en occuper, il aime autant, donc c'est pas trop à lui que je marque, donc je marque à la maman. Et je sais pas si ça a un impact parce que comme je la vois pas, alors de temps en temps on fait des réunions, mais
J'ose pas trop Pourquoi dire. vous lui J'ai peur mettez pas moi, je pense qu'il faudrait officialiser, enfin donner plus de solennité à ce que vous avez besoin de dire à la maman. Donc, je crois que vous pourriez lui laisser un mot en lui disant: j'aurais grand besoin de vous parler. J'aurais grand besoin de vous parler. À quel moment puis-je vous appeler pour vous déranger le moins? Voilà. Voilà, oui. Vous voyez? Donc, Oui. c'est-à-dire que vous donnez un caractère solennel à ce que vous allez dire. Et vous allez lui dire: voilà, je suis très ennuyée parce que si je me permets de vous appeler, c'est que je sens que le petit est malheureux. Il est vraiment harcelé à l'école par un petit garçon. Il en pleure. Chaque fois que je vais le chercher, ça se passe pas bien du tout. Alors, est-ce que vous m'autoriseriez à parler éventuellement à la maman qui vient le chercher? Parce que j'ai déjà essayé de parler au petit garçon et à son petit camarade, il ne s'est rien passé. Mais je crois que sinon, il va falloir agir parce que votre fils ne va pas bien. Vous voyez, vous donnez un peu de solennité à ce qui se passe. Mais pour ça veut dire, plutôt que de lui parler entre deux portes, Oui. vous donnez du poids à ce que vous allez dire en disant: j'aurais grand besoin de vous parler d'un problème avec le nom de ce petit garçon. J'aurais grand besoin de vous en parler parce que ça prend un caractère urgent. Donc, du coup, elle est obligée de s'y intéresser. D'accord. Et là, vous lui dites: vous savez, je vous ai déjà alerté sur le sujet il y a quelques mois. Bon, ça n'avait pas l'importance que ça a aujourd'hui, de façon à ce qu'elle ne se sente pas coupable. D'accord. Oui, parce que pour la piscine, c'est pareil. Et là, j'en ai parlé aux parents. Enfin, c'est pareil en disant, voilà, mais enfin, je comprends pas que le moniteur n'intervienne pas, quoi. Si réellement, je sais pas ce qu'il entend par l'enfant m'embête, parce que moi, je le vois pas à la piscine. Mais pouvez-vous en parler au moniteur ou pas? Vous le voyez, le moniteur? C'est-à-dire le moniteur, non, parce qu'on peut pas rentrer dans les vestiaires, donc on les laisse. Enfin, je le laisse aller dans le vestiaire et je le récupère quand il a fini son cours. Mais si vous demandez à parler, mais si vous demandez à lui parler, vous allez le voir. Oui, c'est vrai. Alors, c'est ça. C'est ce que vous allez dire à la maman en disant: écoutez, je sais que vous ne pouvez pas le voir, mais moi, si ça vous ennuie pas, si vous m'y autorisez, j'en toucherai bien parce que il y a deux choses à faire. Il y a deux choses à faire et vous allez comprendre. Un, surtout, c'est ne pas culpabiliser la mère de ce qu'elle n'est pas intervenue. Parce que si vous lui dites: voilà, je vous l'ai déjà dit, puis ça va pas. Non, je crois qu'il vaut mieux le prendre dans le sens inverse, en disant: écoutez, quand je vous en avais parlé, ça n'avait pas l'importance et ça prenait pas les proportions que ça prend aujourd'hui. Vous voyez? Donc, ce qui fait que la mère va se dire: bon, c'est pour ça qu'on n'a pas fait. Elle a un alibi, sur le fait de ne pas être intervenue. Ensuite, il s'agit de la soulager. Parce que elle va pouvoir déléguer. Si vous dites: écoutez, c'est pas l'usage, mais est-ce que vous m'autoriseriez, par exemple, pour le moniteur de la piscine, à le voir et à lui dire qu'il fasse attention parce que là, ça se passe pas bien du tout. Comme je sais que vous travaillez et que ça vous obligerait à quitter votre travail, si vous me le permettez, j'en touche un mot au moniteur de la piscine. Et là, elle va forcément dire oui. Oui, d'accord. Oui, parce que j'ai toujours peur de qu'on se dise: elle veut prendre ma place. Vous savez que les mamans, c'est un peu délicat. Bien sûr, mais c'est pour ça que si vous lui demandez l'autorisation, c'est pas pareil. En disant: je voulais vraiment vous en parler parce que moi je remarque qu'il est très angoissé. Alors bien sûr, dès qu'il vous voit, il est content. Vous pouvez le jouer comme ça. Dès qu'il vous voit, il est content. Donc il va pas parler de ce qui va pas. Mais moi, je peux vous dire que ça. Moi, je peux vous dire que ça l'angoisse beaucoup. Et ce qui est certainement le cas. Oui, tout à fait. Oui, parce qu'il m'en parle à chaque fois. Il me dit: il m'a encore embêté. Et comme il adore la piscine, je sens que ça le. Enfin, du coup, moi, ça me stresse. Et puis le problème de la tablette tous les soirs, j'ai déjà, parce qu'on fait des réunions, donc de temps en temps je provoque des petites réunions, et puis je me suis permis diplomatiquement de leur dire: vous savez, je pense qu'il faudrait un petit peu, qu'ils fassent des choses avec vous, parce que là la tablette c'est pas une solution.
Enfin bon, Oui, voilà. Mais ça, bon, je pense que là, vous allez vous faire taper sur les doigts. Oui, Mais oui. si vous la soulagez en disant est-ce que vous m'autoriseriez, parce que je sais bien que vous travaillez, donc c'est compliqué pour vous, mais sinon ça vaudrait le coup. Maintenant, si vous préférez y aller vous-même, je comprendrais très bien. Vous voyez, vous y allez sur des œufs. Mais par contre, je pense que c'est vraiment nécessaire parce que, et vous la soulagez en disant le petit, dès qu'il vous voit, il est fou de joie. Alors bien sûr, il laisse ça de côté et puis il veut pas vous créer de soucis. Mais moi qui le vois, je peux vous dire, et il est très très angoissé, il en parle, il en pleure et ça se passe pas bien et j'ai peur que vraiment ça s'aggrave. D'accord. Après, en lui disant après, peut-être qu'il peut y avoir des répercussions sur le travail scolaire. Comme ça, vous vous dédouanez aussi de ce qu'il apprend pas très bien ses leçons. D'accord. Parce que oui, je vous disais l'histoire de la tablette tous les soirs quand les parents arrivent. Vous savez, ce qu'ils appellent la tablette, c'est comme un ordinateur portable, puis ils regardent ses petits dessins animés dessus. Oui. Donc tous les soirs, moi je trouve que c'est non mais ça dépend combien de temps. Si c'est un quart d'heure, c'est normal. Un quart d'heure tous les soirs, regarder son petit dessin animé. Un enfant, on va dire, il est allé à l'école, on lui a demandé d'être sage. Vous voyez, il a besoin de se détendre. Il n'a pas eu le droit de parler le matin. On demande beaucoup de choses à un enfant de 7 ans. De se lever le matin, comme vous avez dit, de s'habiller seul, de se brosser les dents, ensuite d'aller à l'école, de se tenir à carreau pendant, quand même près de 8 heures, de rentrer, de prendre son bain, de faire ses devoirs. Mon Dieu, il a bien le droit de regarder un peu de dessin animé pendant un quart d'heure. Je sais que je vais faire bondir plein de parents. Non, vous avez raison sur ce plan-là. Non, mais je peux faire bondir, mais un quart d'heure, il faut bien se détendre un peu. Alors avant, les parents avaient le temps de lire une histoire, etc. Et c'était le moment de rêve de l'enfant. Mais quand ce moment-là n'existe pas, il faut bien suppléer à tout ça. Alors petite question de René qui dit, vous-même avez-vous des enfants ? Moi, j'ai une fille de 16 ans. Ah, voilà. Que je n'ai pas élevée à coups de portable et à son grand désespoir d'ailleurs, mais je trouve que vous avez été je ferme. résiste encore et toujours, voilà. Mais elle a quand même un portable, faut quand même pas, faut vivre avec son temps, mais bien sûr. Mais je veux dire, j'essaye de limiter, mais ce que je crains, c'est que ce petit garçon, parce que je pense que ça ne dure pas qu'un quart d'heure. À mon avis, le papa le colle là-dessus jusqu'à ce que la maman arrive. Donc genre 8h, 8h30, à mon avis. Donc ça dure bien 1 heure chaque soir. Oui, là c'est trop. Et c'est un enfant qui ne sait pas à quoi faire, quoi. Bon, le mercredi, je suis avec eux, donc on joue beaucoup, tout ça. Mais si j'ai un truc à faire et que je sais pas quoi faire, je m'ennuie, voilà. Il faut qu'il trouve. Écoute, c'est pas grave. Vous savez, il y a un très bon livre d'Etty Buzyn qui s'appelle Laissez-les s'ennuyer. Oui. Voilà, en parlant des enfants bien sûr. Oui. C'est une psychologue pour enfants et elle a raison parce que l'ennui développe, permet de développer l'imaginaire et puis voilà, et puis c'est pas grave s'il rêve un peu, puis au fur et à mesure, il va trouver à s'occuper tout seul. Vous pouvez lui dire, écoute, il y a plein de choses, il y a plein de jeux dans ta chambre, occupe-toi. Oui. C'est ce que je lui dis. Je lui dis, moi, il sait qu'avec moi, c'est niet. Voilà. Écoute, ça sert à rêver, rêve un peu. Oui, je suis un peu staliniste là-dessus. Je dis, non, pas de portable, parce que pas d'iPad. Pas d'iPad. Ouais. Parce que je sais que le soir, les parents, ça va être à tire-larigot. Donc, mais j'ai remarqué que quand on leur propose quelque chose, ils sont tout contents. Bien sûr, il y a des tas de jeux de société qui existent. On peut jouer à la bataille, on peut jouer à menteur, on peut jouer à Uno. Enfin bon, des choses qui les font beaucoup rire, hein. Oui, tout à fait. Moi, je trouve que c'est comme si on les mettait 2 heures devant la télé. Les parents diraient, non, on va pas le coller 2 heures devant la télé, mais devant l'iPad, c'est pareil. C'est un écran. C'est un écran où ils sont passifs et voilà. Vous avez raison. Écoutez, je vous trouve pleine de bon sens, Anaïs. Je vous souhaite bon courage pour la suite. D'accord. Ce qui m'intéresserait, c'est que vous nous teniez au courant. D'accord. Je vous dirai ce qu'il en est dans quelques temps. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Merci. Et nous allons poursuivre avec Sonia. Bonsoir Sonia. Bonsoir Europe 1. Ça plane. Ça plane pour moi. Ouais. C'est grave. Mais je ne vais pas parler de chansons. Je suis là pour parler d'un sujet beaucoup plus grave. Mais on peut parler de chansons aussi, hein. Ah oui, mais après ce sera un autre sujet. Mais j'étais partie
sur l'éducation des enfants en gros, quoi. Parce que, Alors allons-y, parce que qu'est-ce que vous en pensez, vous? Parce qu'on a eu un appel intéressant voilà. Moi, juste avant d'Anaïs. Je suis conductrice d'autocar à la base, j'ai fait 16 ans de scolaire. Ouais. Et je suis intervenue régulièrement pour séparer des enfants. Je suis même intervenue pour séparer des enfants. Bien sûr. Ouais, ils se battaient dans le bus. Ils se battaient, des incivilités, voilà, et que moi je peux pas tolérer ça dans mon car parce que on a une partie éducative, hein, nous, conducteurs d'autocar. Hein, on n'est pas que des chauffeurs de car, quoi. Oui, bien sûr. Donc nous, on faisait des formations à l'époque justement où dans mon entreprise, qui était une très bonne entreprise d'ailleurs, que je regrette fortement, on avait cette partie-là éducative que je trouvais super parce que c'est ce que j'aime dans mon métier d'ailleurs. Bien sûr, c'est intéressant, puis c'est le contact. Qui devais à la base être prof de sport, qui malheureusement j'ai pas pu parce que des problèmes de santé. Donc ce que je faisais pas en tant que prof de sport, je le faisais dans le car scolaire le matin ou le soir. Alors quel genre de sport dans le car scolaire? J'ai fait beaucoup de sport. Je peux pas tout citer peut-être parce que ça fait beaucoup. Hein. J'ai commencé j'ai fait majorette, j'ai fait tennis, j'ai fait roller de vitesse donc à niveau national. Ah quand même. J'ai fait de l'athlétisme à niveau national. Entre-temps, j'ai fait du volley, du basket, du cyclisme. J'en passais les meilleurs. J'ai quasiment essayé tout ce qui était possible. Je continue encore. Hein. À l'âge de 40 ans, j'ai pris une licence de foot féminin. Là, maintenant, je fais un peu dans une salle de sport. Je continue toujours un peu le roller, le vélo, de route. Je m'arrête jamais. Bon, alors, comment vous y preniez pour régler les problèmes quand vous aviez des bagarres organisées dans le car? Alors, généralement, il n'y a pas de bagarre réelle. Parce qu'en fin de compte, ce qui se passait, c'est que moi, mes élèves, même si j'étais polyvalente sur plusieurs circuits, je repérais la montée du conflit. Vous avez beau avoir 50 élèves, vous en avez toujours 10, en gros, en moyenne, qui se soulèvent du lot. Oui. Et généralement, c'est ces 10-là qui, dans le car, vont créer tous les petits conflits, quoi. D'accord. Donc, faut repérer les élèves dès le début de l'année. C'est sûr. Technique. Donc déjà, dire bonjour le matin et puis connaître les prénoms. Donc moi, quand je conduisais, j'ai une oreille qui traînait toujours. Hein. Donc j'avais mon oreille à droite qui traînait, l'oreille gauche pour tout ce qui était autour. Hein, parce que quand on conduit, il faut avoir les yeux et les oreilles partout. Oui, mais en même temps, il y a une forme de mémoire, pas de mémoire. On fait très attention, comme vous dites, une oreille qui traîne, on entend immédiatement dès que le sujet vous intéresse. Voilà, alors après, on a un grand rétroviseur central où on peut voir tout ce qui se passe. Donc, un petit coup dans le rétro quand on est au feu ou quand on est au stop permet de voir des choses. Et quand vraiment ça allait très très mal, je m'arrêtais sur des parkings, donc, pour toujours être dans la limite de la sécurité, bien sûr. Et là, j'intervenais quand j'entendais une insulte ou quand j'entendais qu'il y en avait un qui avait balancé le sac à la tête de l'autre ou un coup de poing. Alors, voilà. Ce qui m'intéresse, c'est sous quelle forme vous interveniez? Comment vous y preniez? Hein, non, mais comment vous y preniez déjà? Donc tout simplement, déjà je faisais une annonce au micro. Hein, très quand bien. Ça commençait à monter. Ouais. Voilà. Donc déjà aussi ce que je faisais en début d'année, c'est de rappeler toutes les règles de sécurité. Hein. C'est-à-dire déjà mettre la ceinture de sécurité parce que ça c'est très très compliqué à faire dans un autocar avec des collégiens, hein, parce que le problème c'est les collégiens, les lycéens et les primaires ça va encore, mais alors les collégiens voilà. Et donc déjà on faisait des annonces. Donc quand je voyais tiens par exemple Dylan, parce que c'était un prénom qui revenait souvent, je me rappelle sur un circuit, Dylan, attention, j'étais à l'œil. Dylan, attention, donc une fois, 2 fois. La 3e fois, je m'arrête sur le parking et là, j'interviens parce que il y avait un coup de poing qui était parti. Et Dylan, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faisait? Réaction de Dylan, c'est ça qui m'intéresse. Par exemple, c'était Dylan, je me rappelle d'un Dylan qui, c'est assez drôle parce que vous avez toujours des prénoms qui reviennent, hein. Dylan, Ryan, il y avait toujours des prénoms. Après, il y a des filles aussi, franchement, hein, pareil, des prénoms qui reviennent. Ah oui? Ah oui, des enfants terribles, hein, par rapport aux prénoms, Ah, vous avez fait une petite étude. En oui, 16 ans, j'imagine. Des études, moi, j'en fais à tout niveau, donc sur les élèves encore plus. Donc c'était ça quoi. Donc j'allais vers eux. Dylan, ce sont des affreux Jojo, c'est ça que vous êtes en train de me dire? Ah certains, bon bien sûr, il y a pas des tous. Pas tous heureusement. Hein. Mais bon après quand on les canalise et que c'était des gamins super. Bien sûr. Du moment où on les écoute et qu'on les aide. Pourquoi il a généré ce conflit? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Après c'est vrai que c'est très compliqué parce que. Bien sûr, quel intérêt il y a trouvé? C'est ça. Qu'est-ce qu'il a excité là-dedans? Voilà. Mais moi, ce que j'avais après, c'est que justement, le fait de discuter bien avec mes élèves, j'avais du retour. Aujourd'hui encore, que je fais plus ce métier-là dans le scolaire,
Maintenant, je suis conductrice d'autocar pour des lignes SNCF. Il m'arrive parfois de croiser des élèves qui me reconnaissent, qui me disent « Ah, mais c'était le chauffeur de car Ah ouais. » qui, malgré tout, vous avez laissé une trace, un souvenir. Ah oui, voilà. Bah, c'est ce qui compte aussi. Moi, ce qui m'importait, c'était qu'ils redescendent du car et qu'ils ne soient pas amochés déjà. Et puis qu'ils redescendent comme ils y étaient montés. C'était un premier but, un premier objectif. Il y a leur sécurité sur la route et puis qu'il n'arrive rien avec le car et puis qu'il n'arrive aussi rien à l'intérieur. Que vous auriez été tenu pour responsable, hein, vous savez comment ça se passe. Nous, le chauffeur de car, c'est ce que je dis toujours, on a un métier très 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 compliqué à tout niveau. On a une très grande responsabilité qui n'est pas du tout reconnue par l'État. Parce qu'en fin de compte, on fait un métier qui, en fin de compte, on s'en fout de nous. Vous savez, on s'en fout pas du tout. On s'en fout pas du tout. Quand même. Ah bah attendez, moi quand je vois les parents, les enfants qui font faire un trajet, je vais m'expliquer. En fin de compte, quand il se passe un accident d'autocar, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on entend à la télé? Parce que ça m'énerve fortement. On a mis le chauffeur en garde à vue. Oui. Donc ça veut dire on sort avec les bracelets. Hein. C'est bien d'accord. Oui, mais enfin, c'est pas ce qu'on entend généralement. C'est-à-dire généralement, c'est à chaque fois qu'il y a un accident d'autocar, vous ferez attention si toutefois il y en a un jour. J'espère. Il y en aura toujours. Le moins possible. Il y en a malheureusement, c'est comme les accidents de voiture, il y en a malheureusement, et à chaque fois qu'il y en a un, ils sont super, les journalistes, ils adorent. Hein. C'est con à dire, hein, mais c'est morbide, mais à chaque fois, on a mis le chauffeur en garde à vue. Il avait peut-être rien fait, et qu'est-ce que retiennent les gens? C'est que le chauffeur, il était en garde à vue. Il avait peut-être pas vu parce qu'en plus aujourd'hui maintenant il faut plus qu'on voit ce qu'on souffle tous les matins. Oh bah c'est un peu ça, c'est le minimum, j'ai envie de dire. Oui, mais bon, par rapport à ce alors attendez, Sonia, si vous voulez bien, non, ne vous dépêchez pas, on va justement prendre le temps. Vous restez avec moi, vous ne raccrochez pas, je vous retrouve après. D'accord ? Voilà, 23h passées de 3 minutes. Nous sommes déjà lancés depuis une demi-heure. 3921, vous connaissez le mode d'emploi. Si vous voulez passer à l'antenne, il faut un numéro à composer dès à présent. Vous appelez, on se raconte, on se livre, on se dit ce qui fait mal ou bien ce qui fait du bien. Si vous avez un souci, une question plus particulièrement en ce moment qui vous turlupine, n'hésitez pas, je suis à votre écoute. On en parle ensemble et on déroule la pelote. Voilà, 3921 pour nous rejoindre, 73921 pour vos SMS en commençant par le mot nuit et vos mails bien sûr, toujours sur notre site europe1.fr. Alors, un peu avant le journal, j'étais avec Sonia. Sonia, vous étiez en train de réagir au premier témoignage, celui d'Anaïs. Et vous nous parliez des petites bagarres que vous trouviez, que vous avez eu l'occasion de régler à l'intérieur. Voilà, et des grosses même, à l'intérieur du bus. Alors moi, ce qui m'intéresse, petite question comme ça, je voudrais savoir si ces bagarres, elles avaient aussi lieu entre garçons et filles. Bien sûr. Bien sûr, faut pas croire parce que souvent les filles sont à la base de la bagarre, hein, les histoires amoureuses. Vous pensez que c'est ça, vous? Bien sûr. Voilà, finalement, dès qu'il est question de séduction, il y a des pleurs. Même à l'école primaire. Hein. Ouais. Moi qui ai fait le primaire, le second, enfin j'ai fait toutes les catégories. Donc puis maintenant je suis plutôt dans les personnes âgées, entre guillemets. Là il y a moins de conflits, j'imagine. Non, parce que maintenant c'est différent vu que je travaille pour SNCF, les gens s'en prennent à moi parce qu'ils veulent pas payer les billets. Ah, d'accord. Donc je me fais insulter. Ça c'est pas sympa. Mais il faut non, c'est pas sympa, mais finalement il faut mettre un petit panonceau en disant la courtoisie, je sais pas, ou quelque chose comme ça, vous voyez. Un petit mot sympa. Non, enfin vous savez quand vous avez quelqu'un qui a décidé de pas payer, vous pouvez mettre un petit panonceau s'il vous sort pas un cran d'arrêt. Bon. Voilà, parce que il y a eu 2 fois où ça a failli être très très compliqué où là pour me protéger, j'ai dit écoutez, c'est simple, je vais faire le 17. Oui, parce que, mais vous avez raison. Vous avez raison, parce que c'est nécessaire dans ces cas-là de rappeler que les lois existent. Ouais. Bon après, j'ai jamais porté plainte. Parce que j'estime que si on commence à porter plainte pour je me suis fait traiter de pute et de salope, ça fait pas plaisir. Non.
Parce que moi, je fais juste mon travail, quoi. Non, ça ne met pas de bonne humeur. Mais les Non, gens c'est refusent. surtout que nous, après, quand on conduit, ça a un côté affect sur nous, et du coup, on n'est pas bien quand on conduit. Bah quand oui, ça vous peut rend faire une nerveuse. surprise. Maintenant, est-ce que vous ne croyez pas aussi que peut-être c'est parce que c'est pas forcément précisé, donc vous dites que vous avez souvent des personnes âgées, est-ce qu'on leur a expliqué clairement que quand on prenait un billet de train, il y avait aussi le quart à régler derrière, c'est Non, peut-être pas mais là, clair. ils le savent. Ils le savent. Les gens avec qui j'ai eu des conflits, c'est des personnes, par exemple, sans domicile fixe, qui avaient décidé que tout leur est dû parce qu'ils ont l'habitude de prendre les trains sans payer. Donc, ils pensent que dans le car, ça va être pareil. Alors aujourd'hui, il y a une nouvelle technique. C'est genre, ils montent à barre de l'autocar, ils me disent, comme ils font dans le train, mettez-moi une amende. Oui. C'est devenu sport national. Hein. Ah Ça bon. fait mal. Hein. Ah ouais, on en est rendu là. Et alors, qu'est-ce que vous avez comme recours? Eh bien, moi, c'est simple. Mon recours, c'est, monsieur, je ne prends personne sans titre de transport. Donc, c'est demi-tour droite. Vous prenez les 3 marches et au revoir. Donc, je ne dis pas aussi sèchement. Non, bien Mais sûr. je leur fais comprendre. Ouais. Je leur dis, voilà, excusez-moi, monsieur, vous devez vous acquitter d'un titre de transport. On ne voyage pas gratuitement dans l'autocar comme dans le train. Ouais. Et alors, et dans ces cas-là, vous vous faites insulter, c'est... Oui, parfois, oui. Quand on utilise des mots polis, qu'on est posé, que malgré tout, j'ai beaucoup de personnes alcoolisées qui ont perdu le permis de conduire, hein, parce que grâce à tout ce qu'on fait aujourd'hui, les gens ils perdent tous le permis de conduire. Moi, bientôt, si ça continue, je vais le perdre, même en faisant très attention. Mais non. Je peux vous dire que même en faisant très attention, j'ai beau... on a forcément sur une journée, parce que je fais des journées de 13 heures, hein, je ne conduis pas pendant 13 heures parce que c'est interdit, mais on a fatalement à un moment donné une petite inattention sur une journée. Moi, je fais des lignes qui font 450 km par jour. Ouais. Sur 450 km, vous pouvez avoir un petit peu d'inattention à un moment donné. Vous êtes à 56 au lieu de 50 quand vous êtes rentré. Forcément. Et je me suis fait avoir 2 fois en 19 ans. Ça fait mal parce qu'on est sur la route tous les jours, on fait attention. Alors en plus, avec ce qu'ils sont en train de nous faire, j'ai halluciné, quoi. Bon, écoutez, vous faites un métier à risque. J'ai bien compris. Sur les enfants, pour moi, les enfants, c'est beaucoup plus important que le reste. Oui, mais vous avez dû en voir des vertes et des pas mûres, j'imagine. Écoutez, pourquoi pas... C'est d'ailleurs pour ça que je vais arrêter ce métier-là, parce que c'est un métier super. Mais moi, aujourd'hui, je commence à avoir overdose, quoi. Écrivez un petit livre. Mais c'est déjà fait, ça. Ah génial. Alors écoutez, mais c'était sur une autre histoire. Mais... J'ai hâte de vous lire. mais en fin de compte, moi, j'ai fait un livre pour moi et pour un témoignage vis-à-vis de ce qui s'est passé il y a 22 ans. J'ai été enlevée sur Paris. Oui. Donc, je voulais sortir vraiment ce petit livre où je l'ai publié juste pour les gens que je connais. Enlevée sur Paris, vous avez dit, j'ai bien entendu. Oui, j'ai été enlevée sur Paris, dans le métro. Quand j'avais 20 ans, je revenais d'un petit voyage peinard. Et puis, d'où le pourquoi toute ma vie n'a pas été ce que j'ai voulu. Moi qui me destinais à être professeur. Je vous entends pas très bien. Moi qui me destinais à être professeur à la base. Oui, vous avez été très traumatisée. J'ai fait un choc post-traumatique, une amnésie partielle. Ah oui. On m'a retrouvée dans un caniveau. J'ai pas parlé pendant un mois. Après, pour se remettre de tout ça, c'est très 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 long. Mais j'imagine. Vous avez fait une amnésie partielle, c'est-à-dire que vous avez oublié ce qui s'est passé pendant votre enlèvement. Voilà, c'est ça. Et aujourd'hui ? Tout est revenu parce que j'ai énormément travaillé. Oui. Toute seule, hein, parce que malheureusement, on a un système en France qui est pas très bon. Non, c'est bon, mais non, c'est pas. On peut pas dire que ce soit pas bon. Au contraire, c'est un bon système. En 95, je peux vous dire, c'était pas simple. C'était pas simple du tout. Écoutez, peut-être que vous n'avez pas... Vous savez, on peut jamais préjuger de la qualité. Et on ne sait pas non plus à quel moment la mémoire va vous revenir. Non, mais c'est plus là où j'étais pas contente. C'est qu'on m'a endormi, quoi. Moi, je voulais retrouver la mémoire. Ouais. Donc, on m'a endormi par des médicaments. Mais moi, c'était pas ça. On vous a calmé. Peut-être que vous aviez aussi besoin, dans un premier temps, d'être apaisé. Oui, sûrement, mais moi, voilà. Et que c'était le plus important. Oui. Après, voilà, je peux pas prendre toute la ligne. Il faut que d'autres gens interviennent. Non, pas du tout. Mais je vous retrouve avec plaisir une prochaine fois, Sonia. N'hésitez pas à nous rappeler, en tout cas. Oui, si je pouvais être écrivain, mais malheureusement, après c'est compliqué, hein, parce que pour vivre de ça, il faut que je puisse avoir un autre métier.
c'est vrai, mais ça permet aussi de pouvoir s'évader. Ah, mais moi, j'écris depuis que je sais écrire, quoi. Donc, j'en ai partout. D'ailleurs, ma chambre, c'est devenu une bibliothèque. Hein. J'imagine bien. J'ai cassé les murs. J'ai dit à mon mari de casser les murs. Et là, il faut qu'on recasse un autre mur parce qu'il n'y a plus de place pour les livres. Mais c'est un très bon isolant, les livres. Oui, enfin, isolant, je sais pas, mais en tout cas, ça permet de rêver. Sonia, à très bientôt pour une prochaine fois. Au revoir. Puis merci. Au revoir. Et on poursuit avec Clarisse. Bonsoir Clarisse. Bonsoir Caroline. Je suis très contente de passer à l'antenne. Moi je suis très contente de vous entendre. Alors je résume un petit peu. Vous avez 30 ans, un jeune frère de 22 ans pour qui vous vous faites du souci. Exactement, voilà. En fait, il a fait un CAP, je ne vais pas dire dans quel domaine pour plus d'anonymat. Un CAP, voilà, et là il doit faire son brevet professionnel, il doit trouver un patron qui doit le prendre sur 2 ans en apprentissage, et en fait il ne fait aucune démarche si moi et ma sœur on n'est pas derrière lui. Ouais, il a 22 ans. Oui. Il ne fait aucune démarche, qu'est-ce que vous lui dites ? Eh bien, en fait, on lui dit de faire, mais il dit toujours qu'il n'a pas le temps, qu'il le fera demain, etc. Donc maintenant, ce qu'on a décidé de faire, c'est de faire tout avec lui. C'est-à-dire que on habite une grande ville, donc on fait quartier par quartier, on le fait appeler les personnes, et puis quand les personnes disent qu'elles recherchent un apprenti, eh bien on y va et on porte un CV avec lui, et voilà. Enfin, on rentre pas avec lui dans la boutique, mais on l'accompagne. Et du coup, comment ça se passe ? Ça se passe, il le fait. Oui. Il le fait si on est derrière lui. Mais je le sens pas très motivé. Moi, je me demande s'il n'a pas peur, tout simplement, de demander. Eh ben oui, il est très timide. Je crois que c'est ça, tout seul, il n'ose pas. Alors, il veut bien y aller, mais il n'ose pas demander à des gens si par hasard on pourrait le prendre. Alors, parce qu'il n'a pas encore assez confiance en lui. Ouais. C'est pas forcément un problème de motivation. Et je crois que ce qui va l'aider, c'est précisément cette phase de l'apprentissage. Oui. C'est-à-dire que quand il va montrer de quoi il est capable, ses compétences, à ce moment-là, il aura moins peur de ce qu'on va penser de lui. Mais si vous voulez, là, comme un inconnu, ça doit l'angoisser. D'abord, on a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas. Puis lui, il se présente comme un inconnu. Il a pas montré sa valeur. Oui. Pourtant, il a fait des stages quand même en CAP où ça s'est bien passé. Bon, il y en a un où ça s'est pas très bien passé, mais... Pourquoi ça s'est pas bien passé ? Eh bien, parce que les personnes trouvaient qu'il montrait pas assez sa motivation, qu'il posait pas assez de questions, qu'il s'intéressait pas assez au métier. Donc finalement, ils ont décidé de pas le garder. Après, il en a trouvé un autre. Et lui, ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé ailleurs. Alors, est-ce que vous ne croyez pas que c'est aussi une question de personnalité, enfin, de gens qu'il rencontre? Il y a des gens avec lesquels ça se passe bien, et puis d'autres forcément moins bien. Des gens, il lui faut des gens bienveillants. Ouais, qui lui fasse de la place, qui lui donne une place, parce que sinon il est un peu inexistant. Enfin, je sais pas comment expliquer. Oui, voilà, il ne la prend pas sa place tout seul. Voilà, il ne la prend pas sa place. Oui, tout à fait, c'est ça. Vous avez bien cerné le problème rapidement. Ouais. Non, pas rapidement, mais si vous voulez, c'est assez classique. Il a fait 1 ou 2 stages, il a jamais vraiment travaillé, il sait pas encore ce que c'est. Il y en a certains pour qui aller tout seul chercher du travail, un stage, c'est pas évident. C'est comme de demander un service. Il le vit comme ça. Oui, tout à fait. Alors demander un service, c'est quelquefois compliqué pour certaines personnes. C'est vrai que c'est pas facile. Lui, il a l'impression que on doit lui faire une fleur, qu'il demande une faveur, donc il n'ose pas y aller tout seul. Quand vous êtes avec votre sœur derrière lui, il peut pas faire autrement que d'y aller. Sinon, bien entendu, il le remet au lendemain. Oui. Oui, je me rends compte que si je lui dis de faire des tâches pendant que nous on est occupé à autre chose, il les fera pas. Ah, par exemple, lesquelles ? Eh ben, par exemple, on n'a pas eu le temps de faire toutes les boutiques d'un quartier. Eh bien, il en manquait quelques-unes. Il n'est pas allé les faire. Oui, il a peur. Moi, je pense que sans vous, il a peur. Que être avec vous, ça lui donne confiance ou il est obligé.
Voilà, mais du coup... Je sais pas si ça lui donne confiance, mais en tout cas, il est obligé. Voilà. Ouais, il est obligé. Puis après, non, mais peut-être que ce qui serait intéressant, c'est de lui dire, tu vois, tu es rentré dedans, tu as demandé, on t'a dit non, et alors c'est pas plus grave que ça. Mais la plupart du temps, on lui dit oui, on accepte son CV, puisque nous, ce qu'on fait, c'est qu'on le fait appeler avant les personnes. Oui. Donc, on sélectionne les personnes qui acceptent un apprenti, et il rentre dans des boutiques où les gens acceptent son CV, donc on lui dit même pas non, en fait. On prend son CV, mais après, il faut qu'il relance les personnes, et ça, c'est plus compliqué. Oui. Voilà, je pense qu'il n'ose pas. Il doit avoir l'impression de demander une faveur et ça le met mal à l'aise. Il y a plusieurs personnes qui sont comme ça. Oui, surtout que lui, il a une personnalité, très renfermée, très timide. Oui, vous avez dit très timide. Alors, il doit penser que si on lui a pas tout de suite répondu, c'est parce qu'on ne veut pas de lui. En fait, c'est ce qu'il me dit. Oui, c'est ce qu'il me dit. Bah oui, sa peur, c'est la peur du rejet. Oui. Alors, comment est-ce que nous, on peut l'aider ? Est-ce que vous pensez que ce qu'on fait d'être derrière lui, ça l'aide ? Ou bien est-ce qu'au contraire, ça l'infantilise encore plus ? Parce que le souci, c'est qu'on a une mère qui l'infantilise beaucoup. Pour 22 ans... il est traité comme un bébé. Oui, mais vous avez bien compris. Et j'ai envie de vous dire, ça se discute. Non, mais c'est vrai, c'est au cas par cas, vous voyez. Ouais. Là, par exemple, je pense que c'est très important pour lui qu'il trouve un apprentissage. Alors, l'idéal, ce serait bien entendu de dire, bon bah, écoute, tu vas te débrouiller tout seul. Après tout, c'est de ta vie dont il s'agit. Donc, à toi de jouer et de laisser faire. Ça, c'est l'idéal. Sauf que vous avez bien compris que si vous ne l'aidez pas un peu, il ne se passe rien du tout. Et rien du tout, ça va nuire à son CAP. Il ne va pas avoir le diplôme, il va pas avoir sa qualification. Et après, qui est-ce qui va en payer les pots cassés? Bibi, enfin lui. Donc, c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant peut-être, c'est de lui dire, écoute, c'est d'expliquer les choses en disant, voilà, je comprends, c'est pas forcément un bon moment à passer. Tu as l'impression que si on t'a pas rappelé, c'est parce qu'on ne veut pas de toi. En réalité, c'est faux. C'est peut-être parce que la conjoncture économique fait que, ou on ne peut pas te prendre tout de suite, ou bien que la personne, elle réfléchit, peut-être que elle a pas forcément, elle a oublié, elle a peut-être des soucis dans sa vie personnelle qui fait qu'on t'a pas rappelé toi immédiatement, que tu es pas la préoccupation majeure de ces gens-là, alors que pour toi, trouver cet apprentissage, c'est vital. Vous vous placez pas sur le même plan. Lui donner explicite en disant, si on te rappelle pas, ça veut pas dire qu'on veut pas de toi. Ça veut dire que la personne, elle peut avoir 1001 choses en tête qui ne sont pas de toi. Oui, parce que ça, il me le dit souvent quand je dis relancer. Il me dit, oui, mais si on m'a pas rappelé, c'est qu'ils ont trouvé quelqu'un d'autre, ou voilà. Donc, je sais pas toujours quoi lui répondre dans ces cas-là. Parce que moi je pense qu'il faut qu'il s'impose un peu plus, parce que le problème c'est que sur le marché de ce qu'il recherche, il y a énormément de personnes qui cherchent un apprentissage, donc c'est assez compliqué. C'est très demandé. Alors écoutez, je reçois par exemple un message, et je le remercie d'ailleurs de son SMS, de Mimi le boulanger. Je ne sais pas si c'est dans ce domaine que votre frère se trouve, mais que nous dit Mimi ? Un apprenti qui présente un CV avec un point d'interrogation, moi, je préfère toujours le voir et discuter avec le futur apprenti. Donc, vous voyez, c'est pas tout un CV. C'est-à-dire que y a l'étape d'après qui est importante. C'est pas seulement le CV. C'est juste à quoi il ressemble, comment il se présente. Est-ce qu'il dit bonjour? Est-ce qu'il est... oui, il dit bonjour, bien sûr. Non, mais à quoi il ressemble, là, c'est compliqué. Non, parce qu'il a un look particulier. Comment ça, il a un look particulier? Déjà, il est très grand. Oui, on va quand même pas lui en vouloir. Non, bien sûr que non. Mais disons qu'on le voit, quoi. Oui, on le voit dans la rue, ça c'est sûr. On le voit dans la rue parce qu'il est grand. Par sa coupe de cheveux, par la couleur de ses cheveux. Il est orange. C'est sa période orange après la période verte. C'est ça? C'est presque ça. Écoutez, c'est sûr que ça n'aide pas forcément. Si on recherche quelqu'un, un patron qui est un peu classique, mais bon, en même temps, on n'est pas contre un peu de fantaisie. Oui, c'est ce que je me dis aussi, c'est qu'il faut qu'il trouve un endroit où sa personnalité et sa présentation plaira, quoi. Voilà. Alors, dites-moi, c'est curieux tout de même. Quelqu'un qui est timide et qui a une couleur de cheveux, allez, on va dire, étrange.
Comment vous l'expliquez, vous, sa sœur? Moi, je pense que son look lui permet de s'affirmer là où il ne peut pas s'affirmer ailleurs. J'ai l'impression que je sais pas comment dire, il s'exprime par ce look. Il se cache peut-être un peu derrière aussi. Est-ce que ça ne veut pas dire tout simplement « regardez-moi » ? Ouais, peut-être. Regardez-moi parce que tout seul, j'ai pas je n'arrive pas à me faire voir. Ouais, peut-être, ouais. C'est intéressant, ça, de dire ça tout simplement, ouais. Bah oui, parce que quand on a un look comme ça, c'est soit parce qu'on se trouve finalement très beau avec, soit c'est pas et pourquoi pas, c'est une question de goût, mais sinon c'est aussi parce que on a envie d'attirer l'attention sur soi, parce que sinon on s'imagine que on ne vous regardera pas autrement. Ouais, mais vous savez, ça me fait vraiment penser à sa place dans la famille où effectivement il est un peu effacé, quoi. Ah bon? Oui, parce que ma sœur et moi, moi je parle plus, ma sœur aussi, avec ma mère on parle plus toutes les trois et lui il est un peu en retrait. Quand on se voit, tous les quatre. Ouais, vous le trouvez un peu en retrait. Oui, souvent il va sur son ordinateur, il tourne le dos. Ouais. Bah peut-être qu'il n'est pas très à l'aise déjà avec des femmes. Oui, oui, ça c'est sûr, c'est pas facile pour lui, je pense. Oui. Et puis voilà, il se sent pas en position de force. On n'a pas de fille, de garçon. Non. Alors c'est peut-être ça, peut-être aussi. Bon, vous êtes la sœur aînée, peut-être qu'il vous assimile un peu à sa maman. Vous en occupez beaucoup, de votre frère. Oui. Mais bon, lui aussi m'aide aussi d'une certaine façon, parce que bon, ça c'est autre chose, mais lui aussi peut me rendre des services parfois, c'est pas que dans un sens, mais c'est vrai que je suis très soucieuse de son avenir parce que j'ai l'impression que ma mère ne se sent pas concernée par, ma mère de toute façon, à chaque fois qu'il y a quelque chose d'important, on dirait qu'elle fait l'autruche et que ça n'existe pas. Donc moi je trouve que c'est une étape importante de sa vie et qu'il faut vraiment qu'il trouve cet apprentissage et qu'il arrive au bout de son projet. Évidemment. Alors, je reçois un SMS qui va vous intéresser, Clarisse, qui dit « Moi, je comprends ce jeune homme. Je fais partie d'une génération qui a peur de téléphoner. À l'écrit, le SMS, on peut prendre le temps de réfléchir et d'élaborer une réponse. Mais au téléphone, en direct, on peut être pris au dépourvu. » Oui, il aime pas téléphoner, oui. Oh bah oui, ça c'est vrai. Voilà, en fait, il aime pas le direct. Il a peur de pas savoir quoi dire, quoi répondre. Il dit toujours la même chose quand il téléphone, parce que je le fais téléphoner au patron, c'est pas moi qui téléphone. Et j'ai remarqué, il dit toujours le même message et il le dit très rapidement. Ouais, très rapidement, mangeant ses mots. Il doit mourir. Non, il doit mourir de peur. Il se débarrasse pas, il doit mourir de peur. Ouais, je sais bien. Ouais. Pourquoi vous lui demandez pas de l'écrire le message et de le lire? Ça l'aiderait à poser ses mots. En disant, si tu as peur d'avoir un trou ou n'importe quoi, après tout, on est au téléphone, il ne te voit pas, écris. Ça peut aider, je pourrais lui proposer ça, Écrire, ça va te donner confiance et ça peut aider. Vous pouvez lui dire en disant, je sens bien que tu es un peu intimidée à l'idée d'avoir quelqu'un que tu ne connais pas au téléphone, savoir ce qu'on a pensé de ton CV, donc ce qu'on a pensé de toi. C'est vrai, c'est pas évident. Le SMS, ça permettrait, ou le mail, ça permettrait de dire je vous ai adressé, qu'est-ce que vous en avez pensé. Bon, comme ça, on est en retrait, on est caché par. Oui, c'est vrai. Oui, tout à fait. Mais en direct, avoir l'opinion de l'autre comme ça sur soi, c'est pas forcément évident pour lui. Non, c'est sûr, c'est sûr. Je vais lui proposer ça, pourquoi pas. Oui. Tout conseil est bon à prendre. C'est pas tout conseil, c'est que on réfléchit ensemble et ensemble on trouve des pistes. Oui. Voilà. Et il faut baliser le plus possible. Mais je crois que ce qui est important, c'est de lui dire n'aie pas peur du rejet. Et puis de toute façon, lui dire aussi, tu sais, des gens qui vont te rejeter dans ta vie, tu vas en rencontrer, tu vas en connaître. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est vrai que j'ai rarement ce genre de dialogue avec lui parce que quand on se parle, c'est réduit souvent au strict minimum. Qu'est-ce que vous appelez le strict minimum? Bonjour, à quelle heure on part? Est-ce que tu as pris ton ticket de bus? Oui.
Voilà, c'est un peu ça, oui. Et du coup, je me vois mal lui parler comme ça. Et puis, j'ai peur de ses réactions parce qu'il parle tellement peu que... Oui, mais on lui demande, je vais vous dire, ce qui est important surtout, c'est qu'il vous écoute, qu'il vous entende. Et Ouais. qu'il entende, vous avez dit tout à l'heure quelque chose d'important, quand on est bienveillant vis-à-vis de lui, il écoute et il fait de son mieux. Donc, le simple fait de lui parler, dites-vous bien que c'est une preuve d'attention que vous lui manifestez. Alors, quand vous l'accompagnez, d'abord, il se sent obligé, mais il peut se dire, c'est pour être sûr, etc. Elle me surveille, elle me flique. Bon, vous pouvez profiter justement... Je suis pas sûre qu'ils se disent ça. Non, mais vous pouvez profiter justement des moments que vous passez ensemble à aller voir les personnes qui ont répondu en disant bah ça tombe bien, il y a des choses que je veux te dire, c'est pas contre toi du tout, c'est pas à cause de toi que les gens ne rappellent pas. Si les gens ne rappellent pas, c'est parce que ils ont tout un tas de choses en tête. Voilà, sûr, et qui ne sont pas forcément toi. Alors pour toi, c'est primordial, c'est vital cet apprentissage. Et bien sûr, toi, c'est ton idée, c'est ta seule idée. Mais pour celui qui te voit, en même temps, dans la journée, il pense à ses factures, il pense à ses clients, il pense à la paperasse et à toute l'administration qu'il a à faire. Et tu es pas la première de ses pensées. C'est ça qu'il faut entendre. Et c'est peut-être pour ça qu'on t'a pas répondu. Mais ça n'est et vous lui dites, et je te le dis parce que je voudrais pas que tu penses que c'est parce qu'on n'a pas voulu de toi. C'est rarement le cas. Vous voyez, le faire justement de façon très bienveillante. Oui, tout à fait. Je vois bien ce que vous voulez dire, oui. Ouais. Alors, je lis encore un autre SMS. Mon oncle, meilleur pâtissier ouvrier de France, a pris en apprenti, puis comme second, un garçon qui est venu le voir, alors que c'était un gars avec des cheveux violets et des piercings partout. C'est la motivation qui compte. Voilà. Donc, n'ayez pas peur du physique, parce que je pense que les patrons, ils savent reconnaître justement quelqu'un de timide et quelqu'un qui a envie. Et on peut être timide et avoir envie. Et c'est ce que vous devez dire à votre frère. Tu sais, si tu as envie, on le voit. Si tu es timide, on le voit aussi. Et timide, c'est jamais ce qui va empêcher qu'on va te prendre. Mettez-le en confiance, même si vous n'avez pas ce genre de dialogue. Un petit peu tous les jours. Oui, voilà, je vais essayer, Ouais. Bon, et puis alors, écoutez, surtout vous nous rappelez, vous nous donnez les résultats. Et moi, j'espère qu'il va trouver vite. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup en tout cas, Caroline. Merci bien. Merci. Alors attention, mission locale à NPE aide les jeunes à faire leur CV, lettre de motivation et à apprendre à se vendre. Voilà, petit SMS, qui nous arrive là. D'accord. Ah bah je me renseignerai à ce niveau-là alors. Exactement, tout est bon à prendre. Exactement, oui. Merci Clarisse de votre appel. Merci à vous. Au Bonne revoir. soirée. Au revoir. Et nous allons poursuivre avec Maëva. Maëva, française résidente au Canada. Oui, bonjour Caroline. Bonsoir Maëva. Bonsoir. C'est marrant de vous avoir. Je m'y attendais tellement pas. Pourquoi ? Mais vous connaissez le principe, hein, je n'arrête pas de le dire. Si vous nous appelez, nous on répond. Ah mais oui, écoutez, en plus je vous appelle parce que vous avez eu ma maman en octobre. Ouais. Parce que je suis cette fameuse fille résidente au Canada qui avait un peu mal vécu son retour en France. Donc c'est moi. Ah mais je me rappelle très bien, tout à fait. Vous vous rappelez ? Voilà. Et en fait l'histoire, c'est que j'ai réécouté l'émission hier pour un peu réécouter en prenant un peu le temps de la réflexion, etc. Et j'en ai tiré quelques conclusions en fait. Parce que c'est ma maman qui a fait la démarche de vous appeler, mais la principale concernée, on est tous d'accord que c'est moi. Et en fait, ça n'a rien à voir avec le blues du pays, ou alors une différence culturelle ou quoi que ce soit. Donc on s'entend bien qu'il y a tout un peu les clichés au niveau du Canada. Il faut très Attendez Maëva, ça vous ennuie pas si pour nos auditeurs on résumait votre situation, parce que vous imaginez, c'était en octobre, donc tout le monde n'est plus tout à fait au courant de la situation. Je pensais que tout le monde me connaissait. Non mais bien sûr, c'est évident, mais on va quand même résumer, ça vous ennuie pas, on va reprendre. Oui, il n'y a pas de souci. Alors donc du coup, je suis française, résidente au Canada, j'ai 19 ans. Oui. Et donc c'est ma 2e année au Canada. Et l'année dernière, quand je suis rentrée chez moi en été, mon médecin a signalé que je faisais ce qu'on appelle, entre gros guillemets, on s'entend bien, une dépression.
que je qualifierais plus comme une déprime, un peu un choc culturel en fait. C'est un peu ça, parce qu'il y a toutes les démarches, on s'intègre, on change de pays, c'est l'euphorie. On revient en France et on se demande un peu quel est notre pays. Ouais. Et en fait, ce que je soulevais comme questionnement avec ma maman, c'est un peu cette notion du manque de moi-même en fait, quand je suis ici. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'être une personne totalement différente de la personne française que je connais depuis 19 ans. Ouais. Enfin, 18 ans, parce que je suis partie à mes 18 ans. Et parce qu'en fait, j'ai énormément évolué, j'ai énormément pris en maturité, etc. Et le fait de revenir en France, en fait, c'est un peu comme si on retournait en arrière. Je sais pas trop comment vous expliquer, mais... Une régression ? Non, je n'appellerais pas ça une régression, mais c'est plus, vous savez, il y a ma partie française à moi, donc avec tous mes loisirs. Je suis quelqu'un qui adore le sport inconditionnellement. Mon lycée, j'y suis particulièrement attachée. Et ici, j'ai recréé un peu une autre atmosphère. C'est-à-dire que j'adore mon école ici, mon université est juste géniale. Je suis très heureuse ici. J'ai déployé de nouveaux loisirs en fait qui n'ont plus rien à voir avec ce que je faisais en France. C'est-à-dire que maintenant je me suis mis à m'intégrer dans des associations, une association qui s'occupe d'une web série étudiante à HEC. Après je fais aussi du chant. Bon, en fait j'ai totalement changé. Et le fait de revenir en France, ça me met un peu en face de la personne que j'étais en France, et je me dis quand même ça passe extrêmement vite, et c'est à partir de ce moment-là que je commence à avoir un peu comme des crises d'angoisse en fait. Je me pose énormément de questions, et puis il y a aussi cette notion de quand on est à l'étranger, je suis quand même à 5500 km de ma famille, et j'ai cette notion un peu d'incertitude, c'est-à-dire est-ce qu'il va pas se passer quelque chose quand je suis pas là. Je veux dire, il se passe énormément de choses quand je suis pas là. Des amis en couple par exemple qui divorcent, ou des changements dans ma salle de sport dans laquelle j'avais l'habitude d'aller. Voilà, j'adore parce que vous mettez tout sur le même plan. Des amis qui divorcent et des changements dans la salle de sport. Parce que je suis quelqu'un qui est très dans l'émotion. C'est ce que me disait mon principal. C'est ce que j'ai évoqué dans mon mail en vous contactant. C'est-à-dire que mon proviseur du lycée, alors je déteste ça quand on pose des étiquettes sur les gens, mais il a soulevé la potentialité que je sois personne précoce. Émotionnelle plus particulièrement, et il me disait que parce que j'ai toujours cette sensation en fait de solitude malgré que je sois entourée de personnes, et je vois les choses d'un angle assez différent. C'est-à-dire que moi je mets tout sur le même palier, le changement dans la salle et le couple qui divorce, parce que pour moi ça crée une émotion assez forte. Oui, en fait, on parle pas de la même chose quand même. Non, pas du tout. Non, j'en ai bien conscience, mais c'est ma personne avec mes émotions, mais je suis bien d'accord qu'il y a des degrés de différence voilà. C'est totalement différent, mais voilà, c'est plein de questionnements comme ça qui me forcent à me remettre en question, à faire une espèce d'introspection, à me demander comment je fonctionne vraiment, parce que c'est vrai que des fois je me comprends pas vraiment. Dites-moi, et si tout simplement vous vous autorisiez à être à l'étranger, ce que vous n'êtes pas en France? Peut-être qu'à l'étranger, vous êtes loin de tout, vous êtes loin de votre famille, ouais. Vous êtes loin de l'œil, du regard de vos parents sur vous. Donc peut-être que c'est ce qui vous permet d'être enfin la personne que vous avez envie d'être. Oui, très certainement. En fait, j'ai toujours été la personne que j'avais envie d'être, parce que j'ai eu cette chance de vivre dans une famille qui est juste très à l'écoute, toujours à nous écouter, à nous motiver et à toujours être derrière nous. Et c'est juste que cette personne, elle est différente. C'est que je suis au Canada, mais elle a aussi besoin en fait de son cercle familial. Et c'est-à-dire que j'ai toujours été très différente des gens de mon âge. J'ai pas du tout les mêmes aspirations qu'eux. Enfin, je le sens très bien. Je me sens toujours très différente, et ça soulève vraiment une solitude en moi. Et en fait, quand j'ai pas un peu mon pilier familial, je me sens un peu perdue, et c'est pour ça que je comprends pas trop ma situation. Parce qu'en France, j'étais différente et je le vivais très bien, parce que j'étais soutenue et que mes proches me connaissent très bien. Et quand je parle de mes proches, je parle de mes parents et pas de mes amis proches. Et ici, j'ai l'impression que c'est vrai, il y a plus... j'ai des amis très proches, je les adore, c'est ma nouvelle famille, mais... C'est vrai qu'il y a un manque un peu comme ça, et j'ai jamais su trop comment me définir, et ici j'ai l'impression que ça soulève encore plus de questionnements. Peut-être que déjà vous avez peur de rater quelque chose, vous aimeriez être ici et là-bas. Or vous savez comme moi que ça n'est pas possible. Mais je reçois un petit message assez intéressant de la part de Clarouchka qui dit: quand on part, on a l'impression que les gens vont attendre tel des statues notre retour, sans bouger, sans vivre. Même si on sait que c'est pas le cas.
Mais tout bouge et ça crée une sensation étrange. Mais on a oublié que les gens bougeaient. On est parti soi-même, on est loin, voilà. Donc on les a laissés et on pense qu'on va les retrouver exactement tels que et que rien ne va évoluer. Or c'est pas le cas. Les gens continuent de vivre en dehors de nous. Ouais, et c'est totalement vrai. Au début de mon expatriation, je me suis dit, bon, bah écoute, tu pars et puis quand tu vas rentrer, ça va être un peu la rentrée triomphante, on va pas se mentir, tout le monde veut te revoir parce que ça fait longtemps, etc. Et au fur et à mesure, c'est vrai qu'on se rend compte qu'en fait, bah, le monde évolue et peut-être qu'il nous oublie en même temps, mais non, on vous oublie c'est pas. assez compliqué. Ouais, vous aimeriez avoir ce don d'ubiquité, être ici et là-bas. Très certainement, mais en fait, je pense que entre guillemets, le problème, parce que j'appelle pas vraiment ça un problème, parce que c'est ce que j'expliquais à Paul, d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé cette personne et il a été formidable pour m'accueillir, il m'a vraiment mis à l'aise, donc je voulais vraiment le souligner. Je lui ai expliqué qu'en fait, quand j'étais ici, je comprenais bien qu'il y avait un espèce de problème, mais même quand j'étais en France, en fait, c'est un problème qui est propre à ma personne et pas du tout à mon environnement extérieur. C'est-à-dire qu'ici, ok, on vit des hivers assez rudes, mais on s'habitue. Je veux dire, l'être humain est toujours fait en sorte qu'il s'habitue à tout nouveau changement. Il fait froid. Plus ou moins. Oui, mais bon, sincèrement, une bonne doudoune canadienne, là, et puis ça passe très bien. Et on y va. Puis surtout, on vit beaucoup dans les galeries, je crois aussi. Pendant l'hiver. Non, moi non. Alors oui, c'est très différent de ce qu'on peut. Moi, on m'avait dit ça. On m'avait dit bon bah quand tu vas partir, ça va faire moins 40, tu vas vivre dans des igloos et tu iras dans la vie souterraine. Mais ça n'a vraiment rien à voir avec ça. C'est-à-dire qu'on a notre doudoune et bah il fait moins 30 dedans. On part en moins 30. On va quand même à l'université parce que c'est ouvert. C'est pas la neige qui va nous arrêter. Et puis voilà. Enfin, on s'adapte. Je veux dire, il y a tout pour s'adapter. Donc ça, il y a aucun souci. Franchement, j'ai recréé une famille. C'est ça qui est bien. Vous pouvez vous féliciter de cette faculté que vous avez à vous être recréé un environnement, des gens sympas, d'autres activités, être impliqué dans des associations. Oui. Alors moi, la question que je me pose, est-ce que tout simplement, vous ne seriez pas angoissé parce que dans le même temps, vous avez, si je puis dire, peur d'être infidèle à ceux que vous avez laissés? En fait, ma peur, elle réside en... Je pense que j'ai toujours été très fusionnelle avec mes parents. Ouais. C'est quelque chose d'indéniable. Ça a toujours été très, très particulier entre nous, mais fusionnelle. Et vivre une vie là-bas, c'est leur être infidèle d'une certaine manière. C'est-à-dire, c'est comme si vous leur disiez, je peux avoir une vie en dehors de vous. C'est ça en fait, c'est un peu ça, mais c'est surtout que, moi, je sais pas comment expliquer, c'est assez compliqué parce qu'en fait, quand on est expatrié, il y a tous les sentiments qui se décuplent. C'est-à-dire que quand il me manque, il me manque pas un peu, il me manque vraiment beaucoup. Quand je suis fatiguée, je suis pas fatiguée, je suis vraiment extrêmement fatiguée. Voilà, tout se décuple, c'est un peu. C'est vrai, c'est une conséquence et un effet, ça fait ça. C'est ça, et en fait. Moi, j'ai toujours eu de la chance, ils m'ont toujours soutenue. Franchement, j'ai vraiment eu une enfance juste, je la souhaite à tout le monde. Là, j'ai l'opportunité de pouvoir rentrer fréquemment, donc de les voir, donc ils me manquent, mais quand même, on essaie de réduire ça pendant le temps que je peux faire encore comme ça, c'est à rentrer régulièrement. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu une certaine relation vraiment très fusionnelle avec eux, et moi, quand je pars, vraiment, j'ai l'impression de laisser un peu ma maman derrière, où je suis toujours avec elle. Ma maman, c'est un peu comme Maintenant, c'est ma meilleure amie, en fait. On est toujours fourrés toutes les deux, on fait tout ensemble. Et j'adore cette relation. C'est vraiment, elle empiète en rien dans ma vie, mais il n'y a rien de négatif là-dedans. Mais j'ai l'impression de les laisser, en fait, derrière moi. Mon père, c'est pareil. Et mon frère, tous les trois, là, on est vraiment une famille. Mais oui, mais parce que vous vous aimez énormément, et tant mieux, parce que ça vous donne de la force. Mais je vais vous dire, c'est aussi cette force-là qui fait que vous êtes à même de recréer un environnement ailleurs. Tout ce que vous avez emmagasiné de bon pendant l'enfance, pendant votre jeunesse, c'est ce qui vous permet aujourd'hui d'avoir la force de vous défendre et de pouvoir être bien là-bas et bien dans votre peau. Alors effectivement, quand vous revenez, ce que vous auriez du mal à leur dire, c'est, vous savez, je suis aussi heureuse là-bas, parce que ce serait comme leur manquer de parole à leur égard. Mais c'est pas le cas. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que vous soyez bien là-bas. Oui, j'espère. Non, mais oui, je suis très très consciente du fait qu'ils veulent juste que je sois heureuse. Mais c'est vrai que c'est compliqué dans ma tête. Mais vous ne leur êtes pas infidèle. En fait, non, c'est sûr, mais j'ai l'impression que des fois, je suis un peu une folle à toujours essayer de chercher des
pas Mais des c'est problèmes, normal, mais c'est bien un de se peu, poser des questions. C'est bien de se poser des questions. Mais je crois ouais. qu'en fait, vous avez du mal à leur dire à quel point vous êtes heureuse là-bas. Et comme vous avez une vie qui est indépendante, qui est autonome et qui justement est très différente de celle que vous avez chez eux, avec eux, et que cette vie, c'est aussi la vôtre. Et c'est comme si vous aviez peur de leur faire de la peine en leur disant à quel point vous êtes bien là-bas. Oui, très certainement. Mais il y a aussi un phénomène, je sais pas si vous pouvez m'éclaircir là-dessus, mais c'est quand je regarde des photos, par exemple, parce qu'on est avec nos smartphones, on est toujours apte à regarder des photos tout le temps, et moi je regarde très fréquemment, et quand je me vois, je vous jure que j'ai l'impression que je regarde une autre personne, en fait. Alors, je ne sais pas si c'est normal par rapport à l'expatriation, parce qu'on voit une personne qui est française, vivant en France, mais en fait, j'ai l'impression que ma vie, elle est séparée en deux. Et c'est très, très bizarre. Et c'est-à-dire que je suis quelqu'un, j'ai les cheveux bouclés, hein, je suis très frisée. Mais alors là, si je me décris trop, les gens vont me reconnaître. C'est pas grave. Je crois pas, non. Non, franchement, j'ai rien à casser, mais voilà, je suis quelqu'un avec les cheveux frisés, et c'est tout bête, hein, vraiment, mais quand je prends l'avion et que je reviens en France, mes cheveux ils frisent plus. Et quand je reprends l'avion et que je repars à Montréal, mes cheveux ils sont moins frisés. Incroyable. C'est bizarre, ça peut paraître hyper. Mais non, mais je pense qu'il y a aussi une question thermique. Peut-être que ça frise moins. Enfin bon, allez savoir. Je m'y connais pas tellement en capillaire. Vraiment, c'est un symbole que je vous dis. On est d'accord, je suis vraiment pas comme ça. Je suis pas en train de vous dire que bon Dieu, mais non, mais vous avez l'impression, effectivement, je comprends ce que vous voulez dire, c'est-à-dire un phénomène de dédoublement. Mais qui est cette autre là-bas qui est aussi heureuse, alors que moi, je peux être formidablement bien ici aussi. Mais vous allez vous découvrir plein de potentialités comme ça. Vous allez, et si on vous mettait demain en Australie, peut-être que vous seriez très bien aussi. Écoutez, c'est pas ça, mais dans 5 mois, je pars à Nouvelle-Zélande, donc effectivement, c'est marrant que vous dites ça. Mais oui, effectivement, dans à peu près 1 an, je pars 6 mois en Nouvelle-Zélande, donc je vais recréer le processus. Mais vous voyez, c'est ça, c'est assez compliqué. Mais écoutez, vous avez ce qu'on appelle des capacités d'adaptation. Et comme par hasard, capacité d'adaptation, imaginez-vous que c'était la définition que donnait le petit Larousse de l'intelligence. Voilà. C'est ce que vous venez de dire. Eh oui. Ouais, mais c'est bizarre d'être expatrié, en fait. On a l'impression d'être des personnes... Genre, j'aimerais bien... Je sais pas si, je pense qu'il y a des auditeurs qui... Mais bien sûr, on va demander à nos auditeurs qui vivent la même expérience que vous, et il y en a beaucoup, des étudiants. Je dis pas que c'est mauvais ou que c'est bien, c'est bizarre en fait. Voilà, c'est bizarre, c'est différent. Je suis une Canadienne. Où est-ce que vous êtes? Qui êtes-vous? La question c'est qui êtes-vous? Mais c'est un peu normal de se poser des questions à 20 ans, hein. Bravo, je vous félicite. Vous me dites 20 ans, j'ai l'impression que j'en ai encore 10. Mais... Non, vous en avez 19, donc j'ai dit 20 ans parce que vous avez 20 ans. Mais si on se pose pas des questions à 20 ans, quand est-ce qu'on va se les poser? C'est bien que vous les posiez. Mais qui suis-je vraiment? Vous êtes plein. Écoutez, vous êtes plein de monde. Mais vous êtes vous surtout. Vous êtes vous, mais vous êtes surtout capable d'être multiple. Et ce que vous découvrez de vous, ce sont différentes facettes selon le contexte dans lequel vous vous trouvez. Et ça, c'est une richesse. Et en tout cas, j'ai juste envie de vous dire bravo. Mais je suis sûre que vous allez adorer la Nouvelle-Zélande. Ah ouais, non, mais j'ai vraiment hâte. Mais en fait, j'ai l'impression qu'en fait, en partant comme ça, ce que je découvre, c'est des environnements, mais c'est surtout moi. Et ça me fait bizarre en fait de me découvrir moi, qui a vécu dans le cocon familial pendant c'est bien, des années. Vous êtes en train de vous dire, voilà, je peux le faire aussi. Je peux le faire aussi. Exactement. Ça fait tout drôle d'enfin essayer de se comprendre soi-même et de pas être comprise par rapport aux autres. Et puis c'est vrai que c'est pas si facile. Comme ça. Pas du tout. C'est pas si facile. Vous pouvez être fier de vous parce que bien sûr, j'ai bien compris que vous le faisiez dans de bonnes conditions. Mais enfin, quand même, vous vous êtes déraciné. Comme vous dites, vous avez 19 ans. Bien sûr qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient vivre cette expérience-là. Mais enfin, ça veut dire partir à des kilomètres loin de chez soi, loin précisément de cette famille fusionnelle. Et peut-être que c'est d'autant plus difficile que c'est une famille fusionnelle, et en même temps, c'est précisément parce que c'est une famille fusionnelle qu'elle vous a donné la force de pouvoir les quitter aussi.
Et en fait, j'ai l'impression que grâce à ce qu'ils m'ont inculqué, grâce à toute la richesse qu'ils m'ont donnée comme ça, à me transmettre des bonnes valeurs, c'est ça qui m'a en fait permis de me dire bon merci à vous, je vais pouvoir prendre mon envol et essayer de trouver aussi, de voir à peu près tout ce qui se passe ailleurs, parce que je pense pas que quelqu'un qui soit pas forcément très bien dans sa famille prenne la décision de pouvoir partir comme ça. Là, ils m'ont fait partir dans de bonnes conditions et vraiment en me disant bon, merci. Même quand on n'est pas bien dans sa famille, on peut découvrir. C'est toujours formidable de découvrir, c'est toujours incroyable bien sûr. de voir comment les autres vivent sur cette planète. Le monde est vaste et beau et vous avez de la chance de pouvoir le découvrir. Ouais, et puis même en étant ici à Montréal, je découvre des personnes c'est bête, mais des personnes du sud de la France. Moi, je sais que j'ai quelqu'un de très cher ici qui vient du sud de la France, de Marseille, que moi, en venant du Nord, j'aurais jamais pu le découvrir. Et puis, c'est vrai qu'on s'intègre de cultures tellement différentes et ça nous enrichit. Et je pense que ça peut ne pas être plus mal, mais voilà, en fait, je vous appelais... non, mais attendez, je veux vous donner le petit message de Catherine qui dit « Je suis québécoise vivant à Paris depuis 10 ans et je comprends... » On a changé nos vies. Voilà, et je comprends tout ce qu'elle dit. C'est vrai, ouais, je suis pas seule. Non, mais c'est vrai, et puis ce qui me fait rire, après, c'est vrai, on se sent un peu bizarre quand on revient en France, parce que moi, je suis très fière d'être ici à Montréal et je me sens vraiment... C'est comme c'est ma ville, en fait. Et quand je reviens et qu'on me dit, je sais pas, mais tabernacle... Je me dis, mais arrêtez, c'est quoi ces clichés? Déjà, on dit tabarnacle, et puis en plus, il faut arrêter de nous dire tabernacle comme ça parce qu'on est québécoise. C'est marrant, après, on se rend compte de toutes les idées reçues qu'on peut avoir, et je comprends bien cette dame, à mon avis, qui est sur Paris. Elle doit aussi en avoir beaucoup d'idées comme ça reçues. Je reçois un autre message de Klarouchka qui dit « Bravo, tout le monde n'est pas capable de partir, de s'adapter et de s'ouvrir l'esprit, les yeux, le cœur. Il faut en profiter et s'ouvrir au monde en se découvrant. Quelle chance et quelle richesse !» Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'en vous le disant, en disant tout ce que je vis, je me rends compte vraiment de la chance que j'ai. Et puis, enfin, c'est ça. En fait, j'ai surtout appelé aujourd'hui, c'est tout simplement dans l'idée de transmettre le message à ma maman, qui vous écoute tous les jours, et moi aussi je vous écoute en me maquillant le matin. On écoute toutes les deux l'émission. C'est sympa ça. C'est vraiment pour transmettre un bon message. C'est vraiment. J'avais quelques questions, mais. En tout cas, le message, ce qu'elle a entendu, et ce que nous avons entendu, c'est que vos parents vous rendent très heureuse et que c'est précisément grâce à tout ce qu'ils vous ont donné que vous êtes à même de vivre tout ce que vous vivez aujourd'hui. Voilà, en fait, mon message, c'est clairement pour leur faire passer ce message-là. Donc finalement, c'est un grand merci. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est un grand merci. C'est aussi pour transmettre aux auditeurs qu'on est avant tout citoyens du monde et qu'il ne faut jamais hésiter à essayer de découvrir de nouveaux horizons. Ça peut que être bénéfique. Maëva, est-ce que en même temps, c'est pas une façon de dire à vos parents, ne m'en veuillez pas d'être bien loin de vous? Finalement. En fait, c'est grâce à vous si je suis bien et ne m'en veuillez pas d'être bien loin de vous. C'est grâce à vous. C'est même pas d'être loin bien. Enfin, en fait, c'est même pas ça. Je dirais que c'est merci de m'avoir permis de vivre une vie comme ça et de me permettre de vivre cette vie que je vis actuellement. Et c'est surtout merci et merci d'être là aussi parce qu'ils sont très présents. On a de la chance d'avoir Skype, FaceTime, etc. Et je les ai toujours avec moi et je leur raconte c'est formidable, c'est-à-dire que maintenant on se génial. sent. Mais je trimballe avec moi tout le temps. Bon, quand il fait moins 20 et que je sors la main de ma poche, je vous dis que c'est compliqué. Mais c'est vrai que c'est cette chance-là. En fait, c'est vraiment pour transmettre. C'est que du positif le message que j'essaie de transmettre parce que c'est vrai que j'ai eu des moments où j'ai mal vécu. On va pas se mentir. Il y a des moments où je me retrouve dans mon appartement. Je me dis mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que j'ai fait? Et après je les appelle et il faut comprendre pourquoi je suis partie. Et tout reprend. À partir. Et tout refait sens. Pour partir, c'est vraiment partir pour m'enrichir et pour me dire. J'ai toujours eu cette image dans ma tête. C'est que j'aimerais bien à mes 40, 50 ans me poser à table avec mes amis et qu'on se raconte notre vie en se disant tu vois là je regrette rien. Et c'est ça que mes parents ils m'ont toujours inculqué et grâce à eux je suis en train de vivre ça. Ne pas avoir de regrets. Écoutez, c'est formidable. C'est vrai que je dirais pas que vous êtes précoce, je dirais que vous êtes mûre. Allez Maëva, bonne chance et vous nous rappelez en revenant de Nouvelle-Zélande. Au revoir. Super, merci.
parti pour notre dernière heure de Libre Antenne. C'est le moment d'appeler ou jamais si vous voulez passer ce soir avec moi. 3921, notre numéro, je vous le rappelle. Voilà, je suis toujours à votre écoute. Une difficulté, une angoisse, une inquiétude. N'ayez pas peur. 3921, on en parle, on déroule la pelote, on voit ça ensemble, on essaye de trouver des solutions ou un début de solution. Vos SMS 7 39 21 en commençant par le mot nuit et puis vos mails sur notre site europe1.fr. Europe 1, Caroline Veil. C'est Hervé qui est avec nous maintenant. Bonsoir Hervé. Bonsoir. Alors, vous nous appelez, vous avez rompu avec votre ami. Rupture, oui, donc. On ne sait pas trop ce qui se passe, à vrai dire. Hein. Si c'est une rupture, oui. On ne sait pas si c'est momentané, on ne sait pas si c'est temporaire, si c'est une histoire de se remettre les choses à clair. Si vous me racontiez exactement comment ça s'est passé. Comment ça s'est passé ? C'est le début de l'histoire ou... Bah oui, on va commencer par là, c'est mieux. Parce que finalement, attendez, la fin pour l'instant, on l'a pas. Justement, on est interrogatif, mais le début c'est mieux. Le début c'est mieux. C'est une femme que je connais depuis, je sais pas, 15 ans, 17 ans. Oui. Et qui était ma voisine. Et elle s'est séparée de son conjoint. Je me suis séparé de ma conjointe. Au même moment ? Au même moment, oui. En fait, on s'est quitté. On a quitté nos conjoints pour se mettre ensemble, à vrai dire. D'accord. Donc en fait, vous êtes tombés amoureux avant d'être séparés. Voilà, exactement. Hein. Elle a un fils, j'ai un fils. Les enfants ont été élevés plus ou moins ensemble. Mon fils va avoir 20 ans. Le sien vient d'avoir 18 ans. Et puis voilà, et puis en fait on a vécu d'amour et d'eau fraîche pendant quelques années. Combien de temps ? Écoutez, ça fait 4 ans et demi. Hein. D'accord, donc ça fait 4 ans et demi que vous avez quitté l'un et l'autre vos conjoints respectifs pour vous mettre ensemble. Vous vivez ensemble ? Nous vivions ensemble. D'accord, ouais. Hein, et puis voilà, puis les choses de la vie n'étant pas ce qu'elles sont, enfin, pas comme on voudrait qu'elle soit. Elle avait une situation bien établie. Moi, j'avais une société où je me suis planté. J'ai un client qui m'a planté. J'ai été obligé de vendre ma maison. Ah oui. Et puis, oui. Et puis voilà, quoi. Donc, elle a une situation bien établie, gagne bien sa vie. Et puis moi, depuis des années, je fais des petits boulots pour essayer un petit peu de combler les trous, quoi. Depuis combien de temps ? Depuis, la boîte a fait faillite en 2002. Je suis passé au travers du RSI jusqu'en 2014, à savoir que le RSI a continué à me ponctionner jusqu'en 2014. Donc, ça n'a pas arrangé les affaires. Hein. Ce qu'on gagnait à travailler la nuit, on allait voir l'huissier, puis on lui donnait un peu d'argent pour étouffer les affaires. Et puis voilà, donc j'ai fait des travaux de nuit, j'ai travaillé dans les vignes, et puis, comme je disais à la personne que j'ai eue au téléphone tout à l'heure, à force de voir personne, on devient un petit peu neurasthénique. Hein. Ouais, vous diriez que vous êtes un peu déprimé ? Déprimé, probablement, ouais. Probablement un peu. Hein. Je veux dire, ça, on essaie de se remettre en question, en fait, on se remet en question tous les jours, et puis on voit que ça avance pas, quoi. Bien sûr. Et je crois que c'est un petit peu ce qui l'a fatigué, parce que, on avait plein de projets. Je veux dire, au départ, c'était, on va les coucher sous les ponts, c'est pas grave, on va être ensemble, etc., etc. Et puis, les choses avancent pas pour moi. Hein. Moi, j'ai aucun diplôme. Je parle anglais couramment, mais quand je me présente pour des instituts de langue ou des choses comme ça, non, ils veulent une licence. Et puis, non, s'il n'y a pas de licence, c'est les portes fermées, quoi. Non, mais en dehors de l'anglais, qu'est-ce que vous auriez pu faire ? Moi, mon truc, c'était le commerce international. Hein. J'ai passé 8 ans à Londres pour travailler pour une multinationale américaine. J'étais directeur d'export, et puis voilà. Puis c'est vrai qu'après, j'ai voulu faire une VAE ici. Et puis je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire une VAE à 56 ans ? C'est pas la peine. Excusez-moi, je ne sais pas ce que c'est qu'une VAE. C'est une validation des acquis d'expérience. Ah, d'accord.
Je veux dire, on regarde votre parcours, votre cursus professionnel, et puis selon ce que vous avez fait, vous êtes apte ou pas, vous présentez un projet, et puis on vous donne un diplôme qui équivaut à votre expérience. D'accord. Donc moi, c'était un BTS de commerce international, mais comme je disais, il fallait travailler un an plein temps là-dessus pour un BTS, et puis je me dis, qui est-ce qui va m'embaucher de toute façon à 56 ans Non, puis c'est pas le BTS qui aurait fait, c'est plutôt l'expérience. Vous n'aviez pas besoin du diplôme, c'est tout ce que vous avez fait avant. Non, non, c'est le système anglo-saxon fonctionne comme ça. Moi, je suis arrivé à Londres, j'étais au Mexique auparavant. L'ami que j'avais à l'époque m'a dit, tiens, il y a une boîte qui s'ouvre à Londres, tu devrais postuler. Je suis revenu du Mexique. J'ai été postulé pour cette boîte américaine. J'ai commencé à la caisse comme tout le monde, et puis j'ai fini directeur d'export. Mais le système anglo-saxon fonctionne comme ça. Le système français, non, c'est pas ça. Le système français, c'est on veut du diplôme. J'entends souvent ça. C'est vrai que c'est quelque chose que j'entends assez souvent. C'est qu'en France, on est très attaché au diplôme, mais néanmoins, la plupart du temps, vous voyez expérience professionnelle souhaitée. Oui, mais on demande les deux. Alors, c'est les petits jeunes qui se retrouvent sur le marché du travail. On leur demande de l'expérience. Ils n'ont pas d'expérience, ils ont les diplômes. Et puis voilà, quoi. Et puis les gens qui n'ont pas de diplôme, cela dit, vous êtes d'accord avec moi qu'à 56 ans, si vous avez toute cette expérience-là, malgré tout, elle vaut diplôme. Quelqu'un que vous rencontrez, il sait ce que vous avez fait, si vous avez déjà fait tout ça. Ah bah oui, bien sûr, mais moi je suis conscient, enfin moi je connais mes capacités, mais malheureusement... Alors, dans le système actuel, ça ne fonctionne pas comme ça, malheureusement. Ouais, alors vous avez beaucoup sollicité, vous êtes présenté dans beaucoup d'endroits? Non, parce que je vous dis, le commerce international, moi j'ai lâché. Moi j'avais une petite boutique que j'ai toujours, là, que je suis en train de fermer sur eBay, où je fais que du commerce international. Mais c'est pareil, je veux dire, on reste toute la journée sur un ordinateur à voir personne. Ça arrange pas la neurasthénie. Non, c'est sûr, mais vous auriez pu essayer de trouver dans des sociétés où vous auriez rencontré des gens de visu. Non, parce que je veux dire, moi mon projet professionnel, si vous voulez, c'est le commerce. J'en ai marre. C'est quelque chose qui m'a. Je suis un peu blasé de ça. Je suis un peu blasé. Moi, mon truc, c'était vraiment l'enseignement de l'anglais. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Je dis, au Mexique, je donnais des cours de français, c'est un petit peu différent. Quand je suis arrivé après la fermeture de ma boîte, c'est ce que j'ai commencé à faire, à donner des cours d'anglais. Et puis, les sites sur lesquels je m'étais inscrit, subitement, ils ont changé leurs algorithmes. Et puis maintenant, ils voulaient des diplômes. Et puis subitement, je me suis retrouvé à la rue. On ne pouvait plus donner de cours d'anglais parce que je n'avais pas la licence, ou j'ai pas de bac, ou il n'y a rien du tout, quoi. Donc on est bloqué là-dessus. Et puis on essaie de faire un petit peu. Alors là, je suis en pourparlers avec Pôle emploi pour me faire financer un diplôme. C'est pas mal, ça. Oui, mais malheureusement, Pôle emploi me dit, écoutez, on va vous financer le diplôme si vous pouvez nous apporter des preuves que vous allez avoir du travail avec ce diplôme. Alors, ce que j'expliquais à Pôle emploi, je dis, mais c'est comme si j'allais voir une société de transport et que je leur disais, est-ce que vous me donneriez un camion quand j'aurai mon permis ? Ouais. Alors, ils avouent un petit peu qu'effectivement, ça tient pas trop la route, leur projet, mais après, on nous sort les sempiternelles histoires de il n'y a pas de budget, il n'y a pas de budget, il n'y a pas de budget, il n'y a plus de budget. D'accord. Et alors, si vous vous inscrivez, j'ai envie de dire, à la fac, une formation, un DUT ou quelque chose comme ça. Ça, j'ai voulu faire ça il y a 2 ans. Ouais. Parce que mon fils avait des problèmes pour passer son bac. J'ai dit, tiens, il voulait pas passer son bac. Subitement, il y a eu un coup de calcaire. Il a dit, non, je vais pas passer mon bac. C'est malin. J'ai dit, oui. Et puis, j'ai dit, écoute, pour se motiver, moi, je vais me présenter au bac. Donc, pareil, j'ai été voir Pôle emploi, j'ai été voir pour passer le bac en candidat libre, pour pouvoir, après, faire une licence d'anglais, de façon à rentrer dans le moule, pour pouvoir enseigner. Et puis, j'ai été passer donc les examens, l'entretien à l'université, à Angers, qui m'a accepté, qui m'a dit, bravo.
Bah oui, mais malheureusement, après, Pôle emploi devait financer la chose. Financer, combien ça coûte? C'était au-delà de ce que vous pouviez faire? Je vous dis, moi j'ai 500 euros par mois. Alors 500 euros par mois, vous faites pas grand-chose. Hein. Alors c'était 1700 euros, 1900 euros. Mais toujours est-il qu'enfin, ils n'ont jamais fait le dossier. Donc j'ai pas pu me présenter à la faculté. Alors voilà, on est passé à autre chose. Bah oui, exactement. C'est voilà, hein, voilà. Donc alors avec la copine, l'ex-copine, la future ex-copine, un jour elle me dit écoute, je veux plus ouvrir mon cœur, t'ouvrir mon cœur, j'ai trop souffert. Qu'est-ce qui l'a fait souffrir? C'est un petit peu, je vous dis, moi quand je suis toute la semaine à la maison tout seul et que je reviens, je vais la voir le week-end ou que j'allais la voir le week-end, j'étais un petit peu dans ma neurasthénie, un petit peu aussi dans la culpabilité de jamais pouvoir la faire sortir, parce que c'est vrai qu'emmener une femme au restaurant, je vous dis, moi 500 euros par mois, une fois que j'ai payé... C'est difficile, bien sûr. À partir du 15 du mois, il n'y a plus d'argent. Hein. À partir du 15 du mois, il n'y a plus d'argent. Alors, on a beau magouiller, vendre ce qu'on peut pour joindre les deux bouts, on n'y arrive pas, qu'on ne peut pas faire de projet. Moi, ça fait 3 ans qu'elle me dit qu'elle veut partir en vacances avec moi, et je lui dis, écoute, je ne peux pas partir en vacances. Parce que si je m'arrêtais, même avec ma petite boutique eBay, si je m'arrête de travailler 3 semaines sur eBay, moi, j'ai les factures qui continuent à tomber, et puis le mois d'après, il faut que je mette un coup de cravache pour rattraper l'argent que j'ai pas gagné, quoi. Bien sûr. Ça, c'est... Alors, l'été dernier, déjà, moi, j'ai fait un burn-out parce que je vous dis, on travaille 24/24, 7 jours sur 7, parce que c'est vrai que quand on travaille sur Internet, on a beau dire, ouais, c'est pas fatigant, c'est pas fatigant. Si. Mais on se lève la nuit pour regarder si on a vendu quelque chose. On pense comment on va payer la facture, etc., etc. Enfin, je veux dire, les problèmes de tout le monde, quoi, les problèmes du quotidien. Je comprends bien ce que vous dites, Hervé, mais si au bout d'un moment ça ne marche pas, les langues, est-ce que vous ne croyez pas que le plus sage, plutôt que de ne pas gagner d'argent du tout, c'est de revenir à ce que vous saviez très bien faire? Mais je sais très bien faire l'enseignement. Je sais, mais vous êtes dans un pays où effectivement, c'est vrai, la France demande un diplôme d'anglais quand on veut enseigner l'anglais. Ça, c'est un fait. Comme vous ne pouvez pas changer ce pays, est-ce que vous ne croyez pas que vous pourriez changer d'orientation? C'était justement ça l'histoire, c'est que je changeais d'orientation. Je laissais tomber le commerce international pour aller sur l'enseignement. Oui, je sais, mais en même temps, vous êtes conscient que l'enseignement, ici, tel qu'il est enseigné, on va demander des professeurs avec un diplôme, une licence d'anglais ou quelque chose d'équivalent. Alors, si vous pouviez l'avoir, ce serait bien, mais dans la mesure où vous ne pouvez pas, est-ce que vous ne croyez pas, puisque vous êtes en manque d'argent, que vous devriez revenir à ce que vous savez bien faire? Je dis ça, c'est juste une suggestion. Mais c'est quelque chose qui, de toute façon, qui me turlupine, on va dire. Hein. Parce que je dis pas que effectivement, mais on a envie de faire ce qu'on aime, on a envie de réaliser son rêve. Mais si pour l'instant ce n'est pas possible parce que vous n'avez effectivement pas les moyens de financer ce diplôme et que Pôle Emploi refuse de le faire. À ce moment-là, revenez... Je me permets de vous interrompre. Oui. L'organisme qui organise ça, donc qui est l'université de Cambridge, m'a dit, nous, on peut s'occuper, on est habitué à ces problèmes avec Pôle emploi, on peut passer outre mesure et le faire financer. Ah bien ça. Alors, c'est les dernières nouvelles que j'ai eues ce matin, où la femme m'a dit, la tutrice m'a dit, moi j'ai déjà passé un test. Là, je dois présenter un petit travail que j'ai fourni. Je dois avoir un entretien. Et après, normalement, elle me dit, nous, on s'occupe du financement. Alors pourquoi? Ok. Là, mais vous me parlez beaucoup de travail. Que vous dit votre amie? Elle vous dit, j'ai trop souffert. Qu'est-ce qui l'a trop fait souffrir? Le fait que vous ne puissiez pas partir en vacances? Le fait de ne jamais sortir? Le fait de ne pas avoir de vie sociale.
Alors, qu'est-ce qui est le plus important pour vous? La vie avec elle ou faire ce que vous aimez? Probablement être avec elle. Bon, vous avez la réponse à votre question. Ah. Eh ben oui. Il y a quelque chose que j'ai loupé. Finalement, la question c'est, si jamais je n'arrive pas à me faire financer, là vous dites que peut-être Cambridge pourrait trouver une solution. Bon, moi je veux bien, ce serait tant mieux. Mais si Cambridge ne trouve pas la solution et que vous me dites au fond, ce qui est plus important dans ma vie, c'est ma compagne et pas ce que j'ai envie de faire, à ce moment-là, vous faites ce qui vous permet de pouvoir subvenir financièrement à ce que vous pourriez partager tous les deux. Oui. Non ? Oui, absolument. Alors, petite question, on me demande, est-ce qu'elle n'aurait pas pu vous prêter un peu d'argent, votre amie ? C'est un petit SMS que je reçois. En même temps, ça vous semblait peut-être compliqué d'être dépendant et de lui demander ça. Voilà, c'est ce que je disais à la personne que j'ai eue au standard. Je ne suis pas du tout habitué à me faire entretenir. Bien sûr, vous préfériez que ça soit par... Voilà, exactement. Ouais. Et je veux dire, elle l'a fait suffisamment. Là, je lui dois encore 50 €. Vous voyez, des fois, elle me prête un billet de 200 que je suis obligé de lui rendre sur 4 mois, vous voyez, mais c'est... C'est pas facile. Je sais que c'est une position qui est pas facile. Ça fait 10% du budget. Bien sûr. Ça fait 10% du budget. Mais mais moi, je vous dis, ce que je fais sur eBay, c'est du commerce international. Oui, mais si ça ne dégage pas suffisamment de bénéfices, est-ce qu'il vaut pas mieux aller dans des sociétés où vous allez être embauché à un salaire correct et qui va faire que vous allez pouvoir gagner à plus d'argent? 59 ans, vous croyez que les gens... 59 ans, oui, parce que on peut être exempté de charges sociales, je crois, quand la personne dépasse un certain âge. Ça peut avoir ses avantages, hein, aussi. Ouais. En tout cas, ce serait dommage de ne pas essayer. Ouais, certainement. Ouais. Et puis, votre amie verrait aussi que vous faites un réel effort. Mais elle doute pas de mes efforts, hein. Je veux dire, elle doute pas de mes efforts. Elle voit juste que ça avance pas, quoi. Hein. C'est vrai que ça avance pas. Hein. C'est de la stagnation, probablement. Mais je sais que c'est pas facile. Écoutez, heureusement déjà que vous avez ce petit magasin sur eBay. Peut-être que vous pourriez trouver un moyen de développer plus, ou en tout cas le faire dans une société. Non, parce que ça c'était la même chose. Je disais développer. Moi, j'ai assez donné avec la boîte que j'avais. J'ai vu la problématique que c'était avec l'export, où on est obligé de faire les déclarations d'Atracom, les déclarations de TVA tous les mois, plus ci, plus ça, plus RSI, plus ces machins, tutti quanti. Alors je me disais, là j'ai 3 possibilités. J'ai dit, ou j'ouvre une boîte à Hong Kong, mais là c'est pareil, ça va me coûter un billet de 1000 pour être exempté de... comment on appelle ça Je vous avoue que là je m'y connais pas beaucoup, hein. Ouais, vous voyez, hein, c'est pas de la défiscalisation, mais presque. Hein, je veux dire, c'est comment ils appellent ça? C'est pas un paradis fiscal, parce que. Non, mais bon, mais là, je crois que c'est quelque chose que vous devriez voir avec quelqu'un d'autre que moi, parce que ça, c'est pas trop mon rayon. Oui, non, mais en fait, à vrai dire, c'est vrai qu'on était parti pour une histoire avec mon ami. Oui. C'était ça la chose. C'était ça. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est de lui parler en lui disant, je fais des efforts pour essayer de trouver quelque chose. Si ça ne passe pas à droite, j'essaierai à gauche, tout simplement. Ouais. Voilà. Et je vais me débrouiller, même si ça me plaît moins, pour retrouver un petit peu plus d'aisance financière, parce que je reconnais qu'en ce moment, ça doit pas être facile à vivre pour toi. Je pense que quand on pose les choses, quand on les dit, quand on les nomme, c'est plus facile. Sinon, l'autre a l'impression qu'on ne l'entend pas ou qu'on ne le comprend pas, et vous le dites vous-même. Déjà, rester seul sur l'ordinateur toute la journée sans voir personne, ça vous rend neurasthénique. Donc, il y aurait beaucoup d'avantages à aller voir ailleurs dans des sociétés ce qui se passe, dans des sociétés qui pourraient vous employer, qui pourraient vous donner un salaire, donc vous n'auriez pas les soucis d'un patron, vous n'auriez pas tout ça. Ouais. Enfin,
Après, vous en faites ce que vous voulez. Mais Oui, non, mais je veux dire, ça, c'est une discussion que j'ai eue avec elle. Vous voyez, c'est pour ça, on s'était dit, on se donne. Moi, j'avais dit l'année dernière, quand j'ai fait mon burn-out là au mois de septembre. Vous voyez ce qui s'est passé. En fait, j'ai fait un burn-out et au lieu de m'arrêter, comme je vous dis, quand on s'arrête une semaine ou 2 semaines ou 3 semaines ou un mois, peu importe, on est obligé de donner un coup de cravache pour rattraper le temps perdu. Et en fait, à partir de l'été, j'ai travaillé 2 fois plus vite. Et puis en fait, je suis arrivé à Noël, j'étais complètement grillé, quoi. Complètement grillé. Ouais, je comprends bien. Alors, je voulais quand même vous donner un petit message de Marie pour que vous ne mettiez pas tout non plus sur ces diplômes. J'ai plein de diplômes d'anglais, licence, maîtrise, DEA. Je suis bilingue anglais, mais on ne me prend pas car je n'ai pas passé les concours d'enseignement et je n'ai que des vacations et on n'en vit pas. Ça, c'est de la part de Marie. Oui, ça c'est quand on n'a pas passé le CAPES. Oui, ça je sais bien que en France on veut absolument le CAPES parce que je sais pas. Alors que moi j'ai regardé, des comment dirais-je, des résumés de CAPES où on vous demande de traduire des textes de Georges Duhamel de 1937, mais c'est une aberration sans nom. Oui, mais enfin en attendant, si c'est ce qu'on demande pour enseigner et que vous l'avez pas, on n'est pas parti sur la bonne voie parce que ça on va pas le changer tout de suite. Moi, on va jamais le changer. Je pense. Voilà, moi je vise un futur plus immédiat. Aujourd'hui, visiblement, vous étiez avec une femme que vous aimiez, avec qui vous aviez du plaisir à être, puisque vous avez tout plaqué l'un et l'autre pour vous retrouver ensemble. Donc c'est pas pour des prunes, d'accord ? Oui. Vous avez du mal à réussir à percer dans la voie que vous vous êtes choisie, qui serait d'enseigner l'anglais. 1, vous n'avez pas les diplômes. 2, pas l'argent pour vous payer la formation. Je mets tout ça bout à bout et je me dis, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à revenir à ce que vous faisiez déjà ou à trouver autre chose qui soit plus facile d'accès ? De façon à ce que vous puissiez gagner un peu d'argent. J'ai même pensé à un moment, parce que Pôle emploi m'a dit il faut un plan B. Si ça ne marche pas pour l'anglais, il faut faire autre chose. Mais l'autre chose, moi j'ai dit, moi je veux bien faire un stage à pas de jardinier. Hein. Alors voilà, pourquoi pas. Si vous aimez. Je suis pas du tout jardinier, mais j'aimerais bien apprendre. Oui, c'est vrai, parce que ça je peux vous dire... Vous y auriez du plaisir en tout cas. Certainement. Donc, alors vous me conseillez de changer de carrière alors ? J'ai bien envie parce que celle-là donne pas beaucoup de résultats. Ouais. Et puis en plus, ça risque d'être long. Et je voudrais pas que vous vous éreintiez. Vous savez, des fois, quand on a fait justement un burn-out, on s'obstine parce qu'on se dit c'est absolument ça que je veux, etc. Et on perd un peu de sa lucidité. Et je crois que là, en voulant à tout prix enseigner l'anglais quand vous n'avez pas les diplômes, aujourd'hui, ça risque d'être compliqué. Alors vous en avez conscience, mais vous ne voulez pas l'admettre. Je comprends cette phase de refus, mais à un moment donné, juste se bloquer sur le refus ne sert à rien. Surtout que ça va vous coûter la femme que vous aimez. Donc, je dis comme ça, pourquoi pas essayer, comme le dit aussi Pôle emploi, un plan B. Oui. Que ce soit du jardinage ou autre. Bon. Est-ce que vous pensez que je devrais quand même faire mon CELTA ? Le CELTA, c'est-à-dire ? C'est mon diplôme d'anglais. Ça dépend. Moi, je pense que le plus urgent, je vais vous le dire pour vous, c'est que vous regagnez un peu d'argent. Parce qu'avec un peu d'argent, vous aurez, ça va vous donner un peu de respiration. Et après, on verra. À mon avis, le simple fait de pouvoir regagner un peu de sous, ça va faire que vous allez respirer, vous sentir mieux, pouvoir vivre, tout simplement. Exactement. Parce que là, c'est vraiment au jour le jour. C'est vraiment, c'est vraiment ça. C'est vraiment, Voilà, et que le plus important, vous l'avez dit, c'est elle. Donc. Je vous laisse réfléchir, Hervé. Et je vais réfléchir. À très bientôt. N'hésitez pas à nous rappeler. Merci. Au revoir. Bonsoir.
Alors, Hervé a raccroché, bien sûr, mais j'ai 2 petits SMS à lui donner. 1. Nul besoin du CAPES pour être professeur contractuel. 2. Hervé pourrait contacter la fondation de la deuxième chance qui pourrait l'aider financièrement, et ça, c'est de la part de Martine. Merci à vous. Et tout de suite, je vous propose d'accueillir Catherine. Bonsoir Catherine. Catherine ? Ah. Oui, allô. Allô, oui. Oui, Catherine. Oui, vous êtes à l'antenne avec moi. Bonsoir. Oui, d'accord. Alors j'ai eu. Attendez, je coupe ma radio. Ça, oui, c'est mieux ça. J'ai eu Amandine. Oui. C'est à nouveau à propos d'une question touchant au travail. Alors allez-y. J'ai un fils de 33 ans qui se trouve dans un secteur sinistré et qui souhaiterait trouver un emploi ailleurs. Oui. Il était responsable d'un atelier. Il envoie des CV, mais il n'a pas de réponse depuis 4 mois. C'est pas facile. Il y a des mauvaises réponses, enfin, où il n'est pas contacté, voilà. Alors donc, il envisage de donner sa démission sans être sûr d'avoir un autre emploi. Alors c'est ce qui me chagrine beaucoup. Ah bah moi. vous avez raison. Et alors je voudrais essayer, c'est l'objet de mon appel, de le convaincre de rester dans ce poste encore, je lui dis toujours attends, et son père aussi bien sûr, encore un peu, mais bon, je vois qu'à certains moments il n'en peut plus. Voilà. Pourquoi il n'en peut plus là où il est? Eh bien parce que, comme je vous ai dit, c'est un secteur sinistré, on peut imaginer ce qu'étaient les mines de charbon à une certaine époque, l'entreprise où il est, c'est à peu près ça quoi. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'il sait faire? Alors, est-ce qu'éventuellement, il pourrait suivre une formation en parallèle, en cours du soir ou des choses comme ça? Oui, bien sûr qu'il le pourrait, oui, puisqu'il est son travail est très spécialisé. Alors, comme ce secteur n'existe plus, oui. Voilà, il avait un diplôme d'ingénieur, mais en partant de son diplôme d'ingénieur, il peut partir dans d'autres directions, mais pas par rapport à ce qu'il a fait maintenant. Bien sûr, il a raison. Mais peut-être qu'en suivant une formation vite, rapide, il pourrait se respécialiser ailleurs. Oui, bon, oui, c'est bien ce qu'il souhaite, ce qu'il souhaiterait en démissionnant. Bon, moi, je ne vois pas les choses comme ça. Je préférerais qu'il continue à chercher et puis qu'il donne sa démission de l'entreprise que quand il aura quelque chose de sûr. Vous avez raison. Dans un monde idéal, c'est comme ça qu'on aimerait que ça se passe. Mais en même temps, comment lui dire? Comment essayer de le convaincre? Parce que bien sûr, à l'âge qu'il a, il faut y aller doucement. Mais il a raison. J'ai envie de vous dire, il a 33 ans, c'est-à-dire que c'est un homme adulte. Il a dû peser le pour, il a dû peser le contre. Non, je crois c'est justement le souci avec lui. Il a tendance à se buter, à se faire tout plein d'images. En plus, il vit seul. Je vois jamais passer de copines. Donc, il rumine et il se monte un scénario et puis il veut le suivre. Voilà comment ça se passe. Bon, alors écoutez, vous pouvez lui dire, bien sûr, tu vas faire ce que tu veux parce que tu es adulte et c'est toi qui décides. Commencez par ça. Le plus important, c'est qu'il sache que c'est lui qui décide parce que c'est lui qui décide à 33 ans. Bien sûr, mais je le sais bien. J'essaye à mon niveau de faire quelque chose. Non, mais c'est tout. Voilà. Si vous me demandez comment lui dire, bien sûr, c'est toi qui décides. Maintenant, qui et comment va payer le loyer? Comment vas-tu faire pour te nourrir? Comment vas-tu faire pour payer éventuellement cette formation? Ou de temps en temps, quand tu auras envie d'inviter une copine à dîner? Moi, je veux bien que tu changes. Il n'y a pas de souci, c'est toi qui vas en payer les pots cassés si tu ne trouves pas tout de suite. Mais c'est pas tellement l'argument que je peux lui rétorquer Pourquoi? Parce que bon, financièrement... il a pas eu beaucoup de frais jusqu'à maintenant. Il s'est fait un petit pécule pour un jeune, c'est pas courant, mais non, il n'aurait pas d'ennui de ce côté-là. C'est bien pourquoi il a envie aussi de. Alors il faut lui laisser. Il a même envie de prendre une année sabbatique. Voilà quoi. Alors pourquoi pas? Oui, écoutez, moi je veux bien. Non mais pourquoi pas si ça sert à apprendre quelque chose d'autre. Je vous parlais tout à l'heure d'une formation. Peut-être qu'il peut prendre une année sabbatique pour se payer une formation qui va lui permettre, de passer les 40 prochaines années bien mieux que ce qu'il n'a vécu.
Oui, et alors à ce moment-là, il va perdre complètement pied du monde du travail pendant 1 an. Il est déjà parti 6 mois à l'étranger. C'est une expérience qui a raté. Et ça, il était dans son entreprise. Il a été volontaire pour partir. Ouais. Un pays très loin. L'entreprise s'est cassée la figure. Moi, je veux bien, mais l'entreprise partir à nouveau 1 an. Non mais attendez, je vais vous dire, je comprends Catherine vos réticences. On est toujours inquiète pour ses enfants, on voudrait le mieux pour eux. Mais en même temps, c'est sa vie à lui, c'est la sienne. Il a envie de la vivre. Vous imaginez bien que s'il a mis un pécule de côté, c'est précisément parce que... Non mais il a mis un pécule de côté, c'est pas ce que je veux dire exactement. Bon, disons qu'il est célibataire, il n'a pas beaucoup de frais, voilà, hein. Oui, mais enfin, donc il a un peu d'argent de côté. Oui, il a un peu d'argent de côté, oui. Qui lui permet d'avoir acheté un appartement, il l'a mis de côté, voilà. Voilà, qui lui permet... Mais vous pouvez pas tout décider pour lui plutôt que d'avoir acheté un appartement. C'est lui qui fait ce qu'il veut. Vous comprenez ? Et ça, je comprends que c'est un peu difficile pour vous de l'entendre. Vous êtes animé de très très bons sentiments, mais peut-être que votre fils ne voit pas sa vie comme vous la voyez. Ah mais oui, mais il y a tout un tas de choses qui gravitent autour. Par exemple, là actuellement, depuis 2 ans, il n'est plus dans la même ville. Il a beaucoup changé de ville, mais il a des copains tout à fait différents. Des copains. Il est parti dans une ville du sud et son esprit est tout à fait différent aussi. Moi, je vois tout ça. Hein. Même à la limite, on lui dirait tu travailles pas. Oh oui, c'est pas mal. Je le vois changer de ce côté-là. Oui. C'est-à-dire que vous pensez qu'il est plus laxiste qu'il ne l'était. Tout à fait. Alors, Catherine, vous l'avez élevé quand même, ce petit. Vous lui avez enseigné des valeurs. Peut-être qu'il a besoin de se frotter pendant un temps au fait que quand on travaille pas, on gagne pas d'argent. Quand on gagne pas d'argent, c'est plus difficile de vivre. Ah oui, mais ça c'est un risque énorme à prendre, hein. Oui, d'accord. Sauf que l'expérience, vous ne pouvez pas la faire à sa place. D'accord. Vous comprenez ? C'est ça qui est compliqué. Vous pouvez être le mieux intentionné du monde à son égard. Et vous avez raison. Bien sûr que vous vous inquiétez pour lui. Bien sûr que vous préféreriez qu'il ait un tien plutôt que d'autres tu l'auras. Et que ça serait mieux de trouver un travail, de quitter un travail en sachant qu'il en a un autre. Bon, ok, d'accord. Mais celui-là, c'est un secteur sinistré dans lequel il est malheureux et il a envie de faire autre chose. C'est vrai, oui. Et il a 33 ans. Et il trouve pas. Alors peut-être que c'est pas forcément une année sabbatique, mais vous pouvez lui dire c'est dommage de perdre du temps, t'es intelligente, une formation. Non, mais ça je lui dis ça. Non mais une formation d'ingénieur, si tu arrêtes, profite pour apprendre autre chose ou pour te former et avoir quelque chose qui va être en plus et qui va te permettre de retrouver rapidement. Sinon, regarde tous ceux qui galèrent autour. Oui, mais il veut pas savoir ceux qui galèrent autour. Il me dit oui, ça c'est ce que tout le monde répète. Il veut pas l'entendre. Non, mais attendez, c'est bien aussi d'avoir 33 ans et confiance en lui. On va quand même pas lui enlever. Oui, mais ça, oui, jusque-là, il l'avait, oui. Bon. Mais il la perd un peu, cette confiance. Il l'avait, c'est sûr. S'il la perd un peu, c'est bien que il comprend que le secteur dans lequel il est sinistré et que ça lui pèse. Mais comme vous disiez tout à l'heure à une autre personne, quand on cherche du travail, qu'on n'est plus dans le monde du travail, on perd de sa lucidité. Non, j'ai dit quand on a fait un burn-out. Mais moi je crains aussi l'arrivée d'un burn-out. Voilà. Un burn-out, oui, s'il reste dans un secteur sinistré qui n'est pas du tout pour lui. Et oui, donc voilà. Ouais, et alors là, vous pouvez pas tout prévoir pour lui. Lui, ce qu'il vous dit, c'est j'ai envie de changer de travail et je sens que ça m'est nécessaire. Voilà, tout à fait. Bon, je crois qu'à un certain moment, qui mieux que lui sait ce qui est bon pour lui à 33 ans. Oui, mais c'est normal qu'on cherche à l'aider, qu'on lui montre tous les éléments. C'est pour ça que je vous appelle. Évidemment. Le négatif et le positif, et puis qu'il fasse son choix. Évidemment, Mais il a tendance à se braquer. Il a été comme ça gamin et ça continue. Catherine, se braquer, ça veut pas forcément dire ne pas faire tout ce que vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire tout ce que vous avez décidé pour lui. Et vous, visiblement, ce que vous avez décidé pour lui, c'est tu quittes ton travail quand tu en as trouvé un autre. Sauf que pour l'instant,
c'est pas qu'il n'a pas essayé. Vous m'avez dit ça fait 4 mois et il n'a que des réponses négatives. Non, mais il essaye un pied dedans, un pied dehors. Hein. Ah. Oui, c'est juste. Oui, parce que bon, même s'il ne se plaît pas dans son travail, c'est pas il s'y consacre pas entièrement. Bon, de rechercher un emploi. Et vous ne pensez pas que le fait de quitter son travail l'obligera à s'y consacrer entièrement ? Ah non, c'est un risque trop grand à prendre. Oui, bien sûr, mais je n'y crois pas. Non, je n'y crois pas plus. Non, je crois qu'il perdra de sa lucidité, comme vous disiez tout à l'heure, si j'ai bien compris, qu'il va changer. On parlait pas du tout de la même chose. J'ai dit que quand on a fait un burn-out, quelquefois on n'est plus très lucide sur l'orientation qu'on doit prendre. C'était pas sur le même sujet. L'orientation qu'on doit prendre. Et là, ce que vous dit votre fils, c'est une orientation qui devient compliquée pour moi, maman. Il y a le secteur est sinistré, j'ai pas eu de bonne réponse ailleurs, j'ai peur pour moi, j'ai envie de changer de métier, j'ai envie de changer d'endroit, de tout ce qu'on veut. Peut-être que vous devriez l'entendre. Ah mais d'endroit, oui, j'essaie de l'entendre. Oui, d'endroit, il a déjà changé plusieurs fois. Hein. L'endroit, ça ne lui fait pas peur. Hein. Il est courageux. Remarquez que maintenant, il s'est habitué dans l'endroit où il est. Je ne sais pas s'il changerait autant. Là. Oui, je sais pas. Je suis pas sûre. Non, il m'a dit qu'il cherchait quand même dans un secteur, pas si vaste que ça. Non. Géographiquement, je parlais. Non, mais il est courageux, votre fils. Il a déjà changé d'endroit plusieurs fois. Donc, il ménage pas, je veux dire, il est capable de prendre son baluchon et d'aller planter ses pénates ailleurs. Oui, mais même à l'étranger, oui, il a fait un Voilà. S'il y a un travail qui se présente, comme vous dites, il est parti loin, il est parti dans un pays étranger. Malheureusement, ça s'est pas très bien passé. Donc, oui. Et ben, tout ça, ça laisse des traces. Et c'est pour ça que je sens qu'il a moins confiance en lui. Après tous ces événements, voilà. Alors, il faut quand même savoir que je reçois un SMS qui dit « Je prends l'émission en route, mais pour cet appel, pourquoi ne pas essayer le CIF, congé individuel de formation ?» Même si on est dans la fonction publique et les concours, il y a des choses analogues dans le privé, cela existe. On peut peut-être penser que, éventuellement, sa société, elle peut lui payer une formation, non ? Oui, sa société, ils ont reçu pas mal de courriers. Il y a plein de structures en place, oui, mais ça semble pas l'intéresser. Non, là, je suis pas rentrée dans les détails, mais c'est une grosse entreprise où il y avait des possibilités, oui. Et il n'a pas eu envie de... Ben non, c'est pour ça que je dis, il a un pied dedans, un pied dehors dans ses recherches-là. Ouais. Alors, il sait bien que s'il démissionne, il perd tous ses droits. Eh ben oui, il le sait, mais il fonctionne comme ça. Arrivé à un certain stade, il peut très bien craquer et dire « Ah non, moi, j'arrête. » Il nous dit « Ben, peut-être je tiendrai pas longtemps. Hein. Je tiendrai pas longtemps, c'est-à-dire que vous pensez qu'il est à saturation. Oui. Et alors il nous dit les rats quittent le navire les uns après les autres, tous les gens s'en vont et je ne trouverai plus les postes qui pouvaient être intéressants, tous les gens s'en vont. Bon. Donc en fait, il a peur de pas retrouver quelque chose dans un secteur, dans le même genre de secteur. Ah non, c'est pas dans le même secteur, non, c'est comment dire. Dans la physique, c'est un petit peu les études qu'il a fait, les études portées sur 4 ou 5 branches et ils sont partis dans différentes branches, ces personnes qui étaient avec lui. Oui, c'est pas tout dans le même secteur, non, ça risque pas d'être ce secteur, non. Bon, écoutez, il est ingénieur, il a quand même pas rien fait, votre fils. Ah non, mais ça, ok, oui, d'accord, j'ai pas dit le contraire. Mais il y a des difficultés pour eux comme pour les autres. Il y a des difficultés pour eux comme pour les autres, mais votre fils, il est jeune et donc il est adaptable. Vous voyez ? Simplement. Oui, c'est vrai. Il faut pas perdre ça de vue. La seule chose, c'est que là, il est beaucoup moins adaptable précisément parce qu'il arrive à saturation. Donc, comme vous dites, il a tendance à se braquer et à ne plus en pouvoir. Et vous savez ce qui se passe quand on n'en peut plus. C'est-à-dire que on n'a qu'une idée en tête, c'est de partir. Alors, et quelquefois, le temps d'attendre de trouver autre chose, ça fait très loin, ça fait très long.
Ah oui, donc vous comprenez son attitude. Je dis qu'elle n'est pas inouïe, son attitude, parce que quand vous vous rendez tous les matins au travail, que le secteur est sinistré, que les uns derrière les autres, comme il vous le dit, les salariés s'en vont, ça doit pas être marrant pour lui tous les jours. Je dirais que ça doit vraiment porter sur le système, et c'est démoralisant, tellement démoralisant qu'il est prêt à tout pour échapper à ça. Oui, non, mais c'est sûr, c'est vrai. Alors, de la part de Françoise, pourquoi ne pas demander une rupture conventionnelle ? Ça serait pas impossible, ça ? Dans la société. Je sais, parce que ça lui permettrait, mon Dieu, de voir venir, de pouvoir avoir une formation et puis de prendre le temps de chercher quelque chose. Oui, mais on en reparlera. Oui, je sais, oui, je connais. J'ai quelqu'un qui l'a fait dans la famille. Oui, je connais. Oui, c'est pas. Enfin, il faut le demander, oui. Bien sûr qu'il faut le demander, mais si on le demande pas, généralement les sociétés quelquefois elles sont d'accord de faire ça. Enfin, je ne crois pas que ce soit la solution. Mais bon, oui, pourquoi pas. Écoutez, au moins déjà pendant 2 ans, il a une partie de son salaire parce que malgré tout, il y a droit et ça lui permet de chercher réellement et activement du travail. Non ? Oui, chercher réellement et activement. Bon, et j'ai oublié de dire aussi qu'il fait beaucoup de sport. Il arrive à se défouler un petit peu en faisant du sport. Enfin, un sport en particulier. Oui, écoutez Catherine, je comprends à quel point vous êtes soucieuse pour votre fils. Mais c'est un adulte et vous savez très bien comme moi que à un certain moment, quoi que vous lui disiez, il fera ce que lui a décidé. C'est pour ça qu'il vaut mieux en parler d'abord, en lui disant, bien entendu, c'est toi qui vas décider. Moi, je m'inquiète pour toi parce qu'on est dans une période difficile, que tout le monde ne retrouve pas forcément du travail immédiatement. Donc, si tu veux t'en aller, c'est peut-être l'idée, mais fais-le dans les meilleures conditions. Peut-être que tu peux d'abord essayer que ta société te paye une formation avant, ou peut-être que tu peux demander une rupture conventionnelle. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, vous le préparez. Si vous marquez une opposition en disant non, tu restes là, tu pars pas, Je marque pas d'opposition. Non, on essaye de donner des arguments. C'est pour ça, je me suis dit, ce soir peut-être des personnes ont appelé. Je les en remercie d'ailleurs. Des personnes peuvent appeler qui ont connu ces choses-là. Voilà, c'est tout. Oui, alors cela dit, lui il aime plus ce qu'il fait. Vous comprenez ce que je veux dire ? Se lever tous les matins. Oui, mais c'est pas d'aujourd'hui. Ça date de 4-5 ans où il ne se plaisait pas. C'est pas d'aujourd'hui. Mais je crois aussi que ça va être l'heure de la fin de l'émission. 5 minutes. Je crois aussi qu'il idéalise son travail et que depuis 4 ou 5 ans déjà il se plaignait énormément de l'ambiance. D'un coup, comme ça, il s'était mis à dire non, mais ça va pas. Et puis il a changé 2 ou 3 fois de ville et chaque fois, au bout d'un certain temps, il pouvait plus se supporter. Il disait j'ai fait le tour. Voilà. Vous voulez dire qu'il il y a d'autres raisons. Là, il y a d'autres raisons. Vous voulez dire qu'il n'est pas forcément stable? Mais dans son travail, il a arrivé à un certain... Oui, voilà, il y a ça aussi. Mais moi, j'ai envie de vous dire, je le trouve drôlement stable parce que depuis 4-5 ans, ne pas aimer ce qu'on fait et continuer, c'est quand même faire preuve de stabilité. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben oui, peut-être, oui. Enfin, je sais peut-être pas bien définir ce que je veux dire. Mais... Cela dit, je comprends, Catherine, et je vais même vous dire mieux. Il y a beaucoup d'appels de personnes qui vont dans votre sens en disant il faut pas qu'il démissionne. Donc, on est plusieurs à penser la même chose, que c'est toujours mieux de démissionner seulement quand on a trouvé autre chose. On est d'accord là-dessus sur ce principe. Le mieux, c'est ça, partir seulement quand on a un autre travail et un autre projet, d'autres perspectives. Mais à un moment, si c'est trop intolérable pour lui et s'il doit le payer de lui, mieux vaut qu'il prenne les devants, qu'il essaye d'avoir une rupture conventionnelle qui lui permettra d'avoir certains droits. Oui. Mm-hmm. Voilà, mais sinon on est d'accord sur le principe. Bien sûr, c'est ce que j'ai commencé par vous dire tout au début. Le plus prudent, ça serait ça. Mais quand ça devient tellement insupportable par définition, ça ne se supporte pas. Et là, vous n'y pourrez pas grand-chose.
Oui, mais je sais bien. Mais encore une fois, hein, faire tous les matins, se lever tous les matins pendant 4-5 ans, alors qu'on aime, pour faire ce qu'on n'aime pas, moi je trouve que c'est pas une preuve d'instabilité. Je trouve qu'au contraire, il a fait preuve de constance, votre fils. Ah non, mais je ne le critique pas, c'est pour l'aider, hein, c'est tout. Hein. Pour trouver un début de solution avec vous et lui proposer quelque chose. Voilà. Bon. Je vais lui reparler à nouveau de cette formation et de la rupture conventionnelle. Bon. Je vous souhaite bonne chance en tout cas. Et merci puis on vous accompagne. De votre accueil. Au revoir. Au revoir Catherine. Au revoir. Le Sunshine, Bill Withers. Vous écoutez Europe 1, il est 1h. Je vous laisse en compagnie de Christophe Fondelat. Très belle nuit sur Europe 1.